Merci, bonsoir. Alors vous allez voir un film d'un cinéaste qui s'appelle Alain Cavalier. Ce film s'appelle Irène, il date de 2008. Alors je suis assez content, j'ai croisé pas mal de gens là avant de venir. Beaucoup ne connaissent pas du tout Alain Cavalier, donc c'est vraiment très bien. Je vais vous laisser la surprise de découvrir cette forme très particulière qu'on peut juste appeler peut-être une forme minimale, peut-être une forme miniature. Voilà, j'ai peur d'en dire trop. Je dirais un cinéma un peu... En tout cas, un cinéma pas cher. Voilà ce que je peux dire déjà, qui est fait avec très très peu de moyens. Vous verrez bien d'ailleurs de quoi il retourne exactement. Vous allez tout voir, vous allez tout comprendre. Alors, dans les gens qui font du cinéma avec peu de moyens, il y a, je dirais, deux catégories. La première étant beaucoup plus représentée. Les gens qui font du cinéma avec peu de moyens, en attendant d'avoir des moyens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout contents de ne pas avoir de moyens. Et ils font donc un cinéma à défaut, un cinéma faute de, un cinéma en attendant de faire enfin le vrai cinéma qu'ils ont envie de faire avec tout un tas de gens, des acteurs, des actrices, plein de techniciens, des tournages de 3 mois, des gros producteurs et une sortie en salle. Alors ceux-là, on peut aussi les retrouver de l'autre côté de la carrière, c'est-à-dire ils sont à un moment passés par ce cinéma, disons, académique, en tout cas standard. Ils ont été bien contents d'y passer, c'est vraiment le sommet de leur carrière. Et puis à un moment, ils sont plus bankable, il y a quelques échecs, ils se retrouvent un peu dans une espèce de voie parallèle du cinéma, et là, ils sont obligés de faire un cinéma désargenté, ils ne sont pas contents, ils sont un peu aigris. Voilà. Donc ça, c'est des cinéastes mineurs ou des cinéastes désargentés malgré eux. Alors dans le cas de Cavalier, à un moment dans sa carrière, il s'est mis à faire du cinéma désargenté. Et là, on pourrait aussi le soupçonner de dire bah, finalement, c'est parce que plus personne voulait de toi. C'est faux. Et si on regarde sa filmographie et sa carrière, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé à l'inverse. Cavalier est un vieux monsieur. Il est toujours des nôtres, mais il est maintenant âgé de 85 ans, quelque chose comme ça. Oui, 85, puisqu'il est né en 1931. Il a commencé à faire des films à la fin des années 50. Il a fait des films de facture assez classiques. L'un des plus connus étant Le combat dans l'île. Il a eu un succès avec un film qui s'appelle La Chamade. On aura l'occasion d'en reparler ce soir, qui doit dater de 70-71 par là, avec Catherine Deneuve. Gros succès. Ça y est, Cavalier peut enfin avoir l'argent qu'il veut pour réaliser les films qu'il veut. Et là, hop, il casse. Il casse tout de suite. Il casse volontairement. Première rupture dans sa carrière, dans sa filmo. Il décide de se lancer dans un film improvisé avec les acteurs. C'est un film qui s'appelle Le Plein de Super. Il fait aussi, à ce moment-là, à peu près à la même époque, un film qui s'appelle Martin et Léa, et que je n'ai pas vu, mais dont je sais qu'il met en scène un couple. Et il se trouve que c'est le vrai couple qui joue lui-même, le couple. Vous voyez, déjà, on sent chez lui une façon de vouloir un petit peu s'émanciper de certains standards, etc. Après, il va revenir quand même, non pas dans le mainstream, parce qu'il va proposer un film très étonnant dans sa facture, mais qui va être un énorme succès dans les années 80, qui s'appelle Thérèse, inspiré de Thérèse de Lisieux, ce qui peut être aussi un élément important pour comprendre un peu ce qu'on va voir ce soir. Non, mais j'en dis trop. Facture un peu expérimentale, Thérèse, et en même temps, grand succès public, grand succès critique, je pense qu'il y a eu des prix, etc. Donc là, de nouveau, il pourrait vraiment faire à peu près ce qu'il veut, faire de nouveau un cinéma très cher, et c'est pas du tout ce qu'il fait. Le film d'après s'appelle Libéramé, c'est un film où il n'y a pas de parole. Voilà. Et à partir de ce moment-là, la grande bascule, c'est les années 90. Et là, à 60 ans, dans les années 90, à l'âge de 60 ans, et oui, ou 55-60, Cavalier va réinventer une forme, la forme Cavalier, qui est un cinéma effectivement qui se fait un peu de bric et de broc, avec pas beaucoup d'argent, alors qu'encore une fois, il aurait pu tout à fait faire jusqu'à la fin de ses jours des films argentés. J'insiste lourdement parce que ce que vous allez voir ce soir, c'est du cinéma miniature, mais du cinéma qui s'affirme comme miniature. C'est ça qui est important et que j'essaierai de déplier avec brièveté et laconisme comme j'en ai l'habitude après le film. Je suis très content que vous découvriez ce film pour la plupart d'entre vous. À tout à l'heure. Quand je vivais avec Irène et que j'écrivais chaque jour sur ce carnet, je le laissais sur ma table.
Elle pouvait donc le consulter quand elle voulait. Je n'ai jamais su si elle l'avait fait ou pas. Et j'écrivais sous la lumière de cette lampe qu'elle m'avait donnée et qu'elle aimait beaucoup à cause de l'oiseau. Je mettais doucement un soupi et puis j'ai une petite image très forte. C'est que je mettais mon carnet de 71 sur mon camping-gaz. Alors là, c'est quand même très curieux. C'est-à-dire que je voulais... Mais j'aurais bien aimé quand même le transpercer, le détruire. Les images sont trop fortes. Hein? C'est trop difficile. Mais en même temps, il y a le charme. Chère Irène, j'en suis à 1971 et au mois de juin. Et j'ai la gorge. Il reste 7 mois à vivre à Irène. Alors pour certains, vous avez découvert un peu à quoi ça ressemble. Un film d'Alain Cavalier, ou plutôt Alain Cavalier dernière manière, c'est-à-dire les 30 dernières années, que je considère comme les 30 années qui font qu'il est un grand cinéaste. Avant, c'est plus discutable, ça ressemble plus à du cinéma, tel qu'on en fait. Tel qu'on en fait spontanément quand on ne se demande pas exactement quel genre de film on a envie de faire, on a des automatismes. Alors, on fait du cinéma comme tout le monde fait du cinéma. Bon. Et au moment, il a fait du cinéma comme tout le monde en fait, avec brio et talent. Il y a vraiment des films à voir. Mais je pense que Cavalier, c'est cette forme que vous venez de voir, là, qu'il a esquissée à partir des années 90, et il n'en a jamais démordu. Après, il y a des choses très très différentes dans cette forme-là. Par exemple, il a fait beaucoup des portraits de gens, j'ai envie de dire lambda, mais qui n'est pas lambda? Un cordonnier, un boulanger, des gens comme ça, une femme qui revient, qui entretient la maison de sa mère. Enfin, tout est à découvrir dans cette facture-là de Cavalier. Le b.a.-ba de cette facture, si je voulais commencer par des choses très simples, c'est, par exemple, vous voyez, c'est un plan plutôt vers la fin du film. Il y a un oiseau mort sur une petite table de jardin. Voilà. Ça, c'est un plan du Cavalier de ces 30 dernières années, un plan de base, que c'est le plan base. Il est chez lui, c'est important. C'est un cinéma qui est souvent tourné chez lui. En tout cas, un cinéma souvent à l'intérieur. C'est important. Et puis, il y a un oiseau qui est mort, il est sur la table, et puis il le filme. Voilà, ça fait un plan. C'est des choses. Alors, c'est des choses qu'il voit autour de lui. Il voit des choses autour de lui, parfois dans sa propre maison, plus rarement dans la maison des autres. Ça lui paraît intéressant, il le capte et puis il le monte. Parce que je pense qu'il filme beaucoup, puis après il construit des choses au montage, quoi. Comme souvent on fait dans le documentaire. Pas toujours, mais comme le documentaire permet de le faire. Ce que vous venez de voir appartient plutôt au genre documentaire, mais on voit bien qu'avec Cavalier, il fait partie de ces gens qui font complètement exploser la différence documentaire-fiction, mais j'ai presque envie de dire que tous les cinéastes intéressants font exploser cette frontière très artificieuse entre documentaire et fiction. Bon, donc voilà. Alors après, ça peut être aussi un tableau qui se trouve chez lui, par exemple un tableau de la Tour, bien connu. Bon, c'est des choses, il filme des choses, quoi. Alors parfois, il lui arrive quelque chose. Ça, c'est autre chose. Et je vois quelque chose, je le filme, et je le garde au montage. Pour des raisons X, Y ou Z, c'est au spectateur d'en décider. Et puis parfois, il lui arrive quelque chose, et comme il filme tout le temps, il a même fait un film qui s'appelle Le Filmeur, comme si c'était son identité. C'est un type qui a une caméra, il filme tout le temps, quoi. Tout ce qui lui arrive, il filme. Bon, ça m'arrive, donc je le filme. Bon, par exemple, ma mère meurt. Ça, c'est le début.
Bon, je filme ma mère. Je filme 2-3 plans de ma mère là, dans son... avant d'être inhumée. Et puis au passage, je filme un petit lapin là. C'est le lapin, c'est au début, c'est un des premiers plans du film. Il l'a posé sur une table. C'est le lapin que visiblement on donnait aux gens ou de la maison de retraite où sa mère a passé ses derniers jours. Ce sont des choses qui lui arrivent et donc il les filme. Parfois il les filme au moment même où ça lui arrive. C'est plus rare, mais on a presque l'impression qu'il vit un truc. Il a toujours une caméra à la main, il le filme. Exemplairement quand il est dans les... Là, je vous parle vraiment de la base de Cavalier. Je pars de la base et après on viendra à ce qu'il y a de plus spécifique dans Irène. Il est dans les chiottes du cinéma de Trouville. Il cherche les chiottes, il a sa caméra à la main. Donc du coup, on a le couloir, on a quelques photos de cinéma. Ah tiens, les toilettes, elles sont là. Très bien. Fin de la scène. Scène qui restera dans l'histoire du cinéma, je pense, où vraiment on va un peu loin. Ou alors... Oui, à un moment, il revient au lieu où il est né. Important la naissance dans ce film. Il revient sur le lieu où il est né, donc il longe un peu le mur. Là, on voit son ombre projetée, là, portée. Et puis, il dit qu'il est né là, à telle date, à tel numéro. Et puis, il doit balancer une petite anecdote au passage, etc. Bon, ça, c'est la facture de base. Alors, on pourrait appeler ça, un journal filmé. Ça a été beaucoup dit sur ce cinéma de Cavalier, celui qu'il a inventé là, depuis une trentaine d'années. Journal filmé. Il n'est pas le premier à le faire dans l'histoire du cinéma. Oui. Parce qu'à un moment, il le dit d'ailleurs, le journal, il faut toujours entendre ce que veut dire un journal qui est un genre littéraire plutôt. Journal intime, mais filmé. Le journal, c'est ce qu'on fait au jour le jour. Donc, filmer un peu au jour le jour, prendre les choses comme elles viennent, et puis au bout d'une année, considérer qu'on a suffisamment filmé de trucs pour faire un film. Voilà, ça c'est la facture de base, alors à laquelle, je l'ai déjà un tout petit peu dit incidemment, il y a des mots quand même, il y a des mots... Cavalier, souvent, pas toujours, mais au plan, ajoute un commentaire. Un commentaire qui est de plusieurs ordres. Ça peut être une phrase parfois, une petite phrase comme ça, qui peut d'ailleurs emprunter au style du journal. Vous savez, à un moment, il y en a une comme ça, c'est au tout début aussi. Il filme, je crois, un extérieur. Et la voix dit « Impression depuis que ma mère est morte d'être devenue terne ». Je vous dis ça, précisément. J'ai retenu parce que j'aime bien la frappe de cette phrase. Et ça, vous voyez, c'était une façon de se passer du verbe. C'est un peu des notes qu'on prend pour soi-même. C'est une espèce de journal qu'on tient pour soi-même. Donc on n'a pas besoin de faire des phrases. C'est pas « j'ai eu l'impression », c'est « impression de ». Je note des impressions. Peut-être que c'est ce qu'il fait avec la caméra, c'est un peu ça aussi. C'est des petites notes, quoi. C'est des micro-touches comme ça sur une vie, sur la vie en général. Important, la voix. Très important. Elle caractérise beaucoup Alain Cavalier. Une voix très reconnaissable pour ceux qui le suivent. Voix que je pense que si on la trouve insupportable, c'est mal barré après pour aimer ses films. Il se trouve que moi, j'adore cette voix. Bon, et je pense qu'il faut toujours partir des choses simples et toujours partir de l'anatomie de nos goûts. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles je m'ennuie jamais devant ces films-là de Cavalier, c'est parce que j'adore sa voix. Et par ailleurs, j'adore son style. Mais ça, j'y reviendrai. Le style littéraire qui apparaît dans ces bribes de texte qu'il nous donne. Alors il y a quand même une petite spécificité dans le film qui s'appelle Irène, que vous venez de voir, par rapport, je dirais, à ce tout venant de Cavalier, à cette base que je viens de décrire, cette base formelle. C'est que là, il y a quand même, par rapport à ce journal, un cinéma qui se ferait au présent, au jour le jour. On a quand même ici une peut-être montée en narration, une montée narrative, ce qui n'est pas le cas de tous ces films. Et donc là, oui, on fait arriver du récit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le récit aussi arrive par un journal, d'une certaine manière. Il ouvre, et c'est le début du film, c'est ce qui va ouvrir quelque chose. Il ouvre les journaux qu'il a tenus. Décidément, il y a du journal à tous les bouts dans cette affaire. On sent qu'il a longtemps tenu un journal intime, très écrit apparemment. Les pages sont très très noircies. Et c'est beaucoup de choses à dire, ce monsieur. Et avant de faire, longtemps plus tard, de faire un journal filmé. Mais le journal, ça lui importe un peu. Et donc le journal de 70, 71, 72, qui sont les 3 années qu'il a passées avec une certaine Irène, qui s'est trouvée être son épouse.
Voilà ce que nous savons. Et ça déclenche un récit. Là, on monte en récit. Il y a quand même le film va pas se contenter comme ça de filmer au jour le jour des oiseaux et des tableaux ou les chiottes de Trouville. On va quand même raconter quelque chose. On va raconter quelque chose. D'ailleurs, il connaît ses effets, Cavalier. Comment ça vient? Il ouvre l'agenda et on a un truc sur Irène. C'est la première fois qu'on voit pointer le nom d'Irène. Ça y est, il pointe le nom d'Irène. Elle sera le personnage de ce film. Et il dit, c'était 7 mois avant sa mort. Bam! Nous apprenons donc, dans le temps même où nous apprenons l'existence de cette Irène, que c'est une femme qui est morte. Ça, c'est une bonne amorce de récit. Donc il sait y faire. Sous ces dehors un peu bonhomme de journal filmé, là, ça monte un peu. Alors la narration, en fait, ce qui va organiser le film, du coup, aura 2 axes, je dirais. C'est une sorte de portrait d'Irène ou d'exploration de ce que fut Irène à travers tout un tas d'éléments qu'il va reconvoquer. On va peu à peu rentrer dans la psyché d'Irène, dans la personnalité d'Irène. On va se rendre compte d'ailleurs que c'est une personnalité particulièrement riche, profonde, troublante, romanesque. Romanesque. Donc, il y a une espèce de montée en roman dans cette affaire. On change de genre littéraire là. Et puis par ailleurs, ça va un petit peu se centrer aussi quand même sur la mort d'Irène. Sur la mort d'Irène et alors les raisons de sa mort, ça, il y aurait beaucoup de choses à dire, avec une espèce de soupçon intéressant que peut-être cette mort, elle l'aurait provoquée. Ça ouvre des trucs. Hein. Mais bon, factuellement, le jour de sa mort, qui lui est aussi particulièrement tragique, comme toute mort d'un proche, évidemment, mais qui est particulièrement romanesque. Cette femme part seule, elle aurait pu partir avec lui, finalement, elle part toute seule, et puis finalement, on n'a pas de nouvelles d'elle, on s'inquiète, avec ce truc pas mal de... L'hôte, qui était celui du couple à ce moment-là, puisqu'il dormait chez des amis, il croit à un moment d'abord que c'est sa femme, le coup de fil, et en fait ponctue très bien avec un grand sens des effets littéraires Cavalier, alors qu'en fait c'était la mienne. Ça, c'est le genre d'accident qui fait le sel et l'horreur de la vie. C'est quand même un sacré matériau. Donc on va quand même brasser ce matériau-là, ce matériau romanesque-là. Mais quand même, Cavalier ne va pas partir dans un grand récit. Il va quand même rester sur ses bases. Nous aurons donc... Il ne va pas quitter le journal pour faire un roman. C'est pas ça qu'il va faire. Il va faire le journal de quelqu'un qui voudrait faire un film sur Irène. Avec cette idée que peut-être un jour un film s'appellera Irène, qui sera un vrai film, comme diraient les gens un peu académiques, un vrai film, quoi. Je veux dire, avec des acteurs, des trucs, un film, quoi, du cinéma. Pas cette espèce de truc de brouillon que tu nous donnes, là. Hein, Alain, c'est pas sérieux, quoi. Les gens payent pour voir ça? Ben oui, ça paraît fou. Mais... Donc il ne va pas faire ça, il ne va pas monter en vrai cinéma. Non, il va rester sur ses bases. Il va faire le journal de quelqu'un qui voudrait faire un film éventuellement sur Irène. Et bien sûr, nous savons bien, nous qui connaissons Cavalier, mais on le comprend très très vite aussi, que le film qu'un jour il fera sur Irène, c'est celui qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'en gros, la préparation du film et le film, c'est la même chose. Et ça, c'est important. Parce que le calcul de Cavalier, qui a présidé à sa grande bascule dans ce cinéma-là, après avoir fait un cinéma plus classique, c'est qu'en fait, la préparation des films, c'est ça le cœur chaud du cinéma. C'est quand vous préparez les films, c'est quand vous bricolez, c'est quand vous tâtonnez, c'est quand vous commencez à mettre en place quelques petits éléments comme ça. Après, quand tout se recolle et quand tout se transforme en un vrai film, c'est beaucoup moins intéressant. Pour Cavalier, mais je ne suis pas loin de le penser aussi. Parce qu'à ce moment-là, la matière devient un peu froide aussi. Vous voyez, c'est comme si... De toute façon, le cinéma, le processus de fabrication du cinéma, qui est vraiment la malédiction intrinsèque du cinéma, peut-être sa beauté aussi, mais sa malédiction, comment dire, c'est que le processus est tellement long, il engage tellement de gens, la chaîne de production est tellement étirée, qu'à un moment, tout le monde s'est refroidi au moment où il s'agit de tourner vraiment. Tout le monde s'est refroidi. Et ça donne de la matière froide. Et parfois, ça se ressent quand on voit les films. On dit c'est tout froid, ça manque de vie, quoi. Où était la vie? Dans l'impulsion première, l'impulsion qui était... Voilà, je ressens profondément, viscéralement, l'envie de faire un film qui s'appellerait Irène, qui porterait sur cette femme que j'ai connue, que j'ai aimée, qui est morte. Ça, c'est ça. Il faut se tenir dans cette ébullition-là. Et c'est ce que fait Cavalier. Il veut se tenir dans cette ébullition-là. Il ne fera jamais un film qui s'appellera Irène, si ce n'est celui-là. C'est aussi la raison pour laquelle
Il a changé complètement de méthode. Il le dit dans les interviews, il dit c'était tellement lourd de faire des films comme on en fait, comme on en fait encore maintenant, mais a fortiori peut-être dans les années 60-70 où, disons, l'appareillage cinéma était encore plus lourd que ce qu'il est maintenant. C'était lourd et surtout c'est toujours une espèce de décalage de temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez le désir de faire un plan et le moment où vraiment il se réalise, alors quelque chose s'est refroidi et quelque chose qui est retombé. Donc il faut rester dans l'ébullition du désir. Et c'est pour ça qu'il s'est précipité. La bascule d'Alain Cavalier, elle est absolument coïncidente avec l'arrivée du numérique, qui me paraît maintenant, notamment aux jeunes gens qui sont parmi nous ce soir, l'air qu'on respire. Mais c'est pas vrai. Un jour, ça a été inventé, puis ça a débarqué, puis ça a changé le cinéma, fin des années 90, début des années 2000. Et notamment, on a vu apparaître à ce moment-là des petites caméras. Il le montre à un moment, hein, des DV câbles, là, avec les petites cassettes, et puis des petits chargeurs, des petits outillages comme ça, quoi. Et ça permettait de faire ces films-là. Cavalier, c'est une aubaine technologique qui a fait qu'il a pu réinventer son cinéma et nous proposer ça. Et pour lui, ça a été une révolution pour lui. Ça a été une bénédiction. Ah oui, donc en fait, je peux faire des films avec une petite caméra comme ça que je peux porter avec la main tout le temps, comme ça. Mais c'est génial parce que du coup, il n'y aura plus d'écart entre l'impulsion de filmer, le désir de filmer et le moment où je le fais. Il n'y aura plus d'écart entre le désir d'un geste artistique et son exécution. Ce qui est un peu le problème du cinéma quand même. Vous voyez, on va donc combler cette espèce d'écart entre le désir du geste et le geste lui-même. Ce qui rapproche évidemment Cavalier de deux arts vers lesquels il lorgne, notamment un, qui sont la littérature et la peinture. Ah oui, où l'exécution est beaucoup plus rapide. Enfin, comment dire ? Vous prenez une toile, il vous vient un désir de peindre, vous peignez. Vous peignez peut-être de la merde, mais vous peignez. Vous exécutez le geste, pratiquement dans le temps même où vous désirez l'exécuter. Je caricature. La littérature, n'en parlons pas. La littérature, ma foi, un soir j'ai envie d'écrire, ma foi, je prends un ordinateur, fut un temps une machine à écrire, puis j'écris, quoi. Et je pense que c'est ça que Cavalier a voulu, c'est de ça qu'il a voulu se rapprocher. Il a l'âge de... C'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu bourgeois, par ailleurs. Et il est né en 1930, donc il a l'âge d'avoir connu une bourgeoisie qui est en voie d'extinction, comme on sait, pour qui vraiment l'art littéraire était quand même un peu l'art des arts, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait avoir des lettres, en tout cas au moins dans la conversation et parfois dans les pratiques. Et donc je pense que Cavalier est typiquement de cette génération de jeunes bourgeois, plus ou moins érudits, plus ou moins lettrés, qui ont rêvé de littérature. Je ne sais pas s'il a voulu être écrivain à un moment dans sa vie, mais moi je ne sens que ça. En tout cas, voilà, donc dans ce resserrement du geste, je pense qu'il y a... Mais je reviendrai sur le caractère littéraire de son cinéma. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est comme ça de voir que même au moment où il s'embarquait dans quelque chose qui était un matériau un peu romanesque quand même, l'affaire Irène, le dossier Irène, il est resté sur la base de garder cette matière chaude et faire ce petit cinéma, faire un journal d'un film qui pourrait se faire. Voilà. Alors évidemment, ça pose quand même des problèmes. Parce que contrairement à filmer un oiseau qui vient de vous tomber dessus, il est mort, vous filmez l'oiseau, il est là, c'est cool, ça marche tout seul, quoi. Là, Irène, précisément, c'est du passé. Alors là, donc c'est un cinéma qui affirme le présent. Je veux faire du cinéma au présent, parce que la fiction, le problème, c'est que c'est toujours un truc de réchauffer. Voilà, on raconte toujours des histoires qui ont eu lieu, puis on est toujours en train de monter des films qu'on a tournés 6 mois plus tôt. Enfin, c'est toujours décalé, c'est du différé, la fiction. Et Cavalier, il veut faire du film en direct, d'une certaine manière. Et là, il se retrouve avec un truc du passé. Et du passé lointain, en plus, parce qu'on est en 2007-8. Le film sort en 2008, donc il le fait, j'imagine, 6-7-8. Et donc c'était 40 ans plus tôt. L'affaire Irène, quoi. Oui, c'est ça, 40 ans, à peu près. Donc voilà. Comment faire pour faire exister au présent, avec ses méthodes habituelles, quelque chose qui n'est plus là, qui s'est dérobé, qui s'est tragiquement dérobé. Alors il a des petits trucs. Qui sont d'ailleurs des trucs de documentaristes. Il y a pas mal de documentaires comme ça qui essaient de se reporter à une époque passée. Alors on a recours à quoi dans ces cas-là ? Mais on fait ce qu'on pourrait appeler des images support parfois. La voix va raconter quelque chose et à l'image, on met ce qu'on peut. On met... Par exemple, à un moment, il va à Lyon, parce que c'est le lieu où Irène a grandi, où visiblement elle a été un peu malheureuse, en tout cas un peu étouffée. Comprend-on comme ça, par bribes. Tout est par bribes dans ce film, évidemment, on tâtonne, quoi. Mais on comprend des choses.
Et qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, tout en racontant des anecdotes. Par exemple, à un moment, il raconte une anecdote qui est apparemment peut-être déterminante, en tout cas importante dans le parcours d'Irène. Elle est dans une fête bourgeoise, raconte-t-il. Très bonne anecdote. Hein. Et elle, la prolote, il y a un vol, à un moment, quelqu'un a volé quelque chose, et elle, c'est la prolote du coin. On apprend qu'elle est plutôt d'origine prolétaire. Et donc, on l'accuse. Une notation de classe intéressante, d'ailleurs, hein, je veux dire, au passage. Et alors, qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que vous voulez mettre à l'écran quand vous faites un cinéma au présent? Vous mettez des plans de Lyon. Ouais, c'est ça. L'immeuble, peut-être l'immeuble où elle a vécu, l'immeuble où s'est passée l'anecdote, on ne sait pas trop. Enfin, c'est des plans un peu, oui, que je pourrais appeler des plans supports. Bon, ça se fait beaucoup dans le documentaire. Alors parfois, quand même, Cavalier fait des trucs un peu plus singuliers. Quand il raconte que le père d'Irène avait un flingue toujours sur lui, et qu'il le mettait sous l'oreiller quand il dormait, qu'est-ce qu'on a à l'écran? Alors on pourrait dire la plan littéralité. Je ne sais pas comment les appeler. Un flingue, et il met Alain Cavalier, lui-même, le filmeur, met un truc sous l'oreiller. Bon, c'est vraiment là, genre, c'est tautologique, quoi. C'est une autre technique. Comme ça, on peut suivre l'histoire. Ça mange pas de pain, c'est pas très compliqué, mais il n'a pas peur de faire ça. Il n'a pas peur de faire le truc équivalent, quoi. Et alors après, il fait des trucs plus particuliers. Je pourrais appeler ça des analogies ou... C'est compliqué de trouver ce vocabulaire. Là, il y a le plan de l'oie, par exemple. Alors, il filme une oie et il dit « Ah, ça, c'est exactement le regard qu'a fait Irène quand je lui ai dit que j'allais faire un film sur elle. » Parce qu'à l'époque, il lui avait proposé de faire un film sur elle, on y reviendra. Bon. Je passe sur le soubassement éventuellement misogyne de cette analogie. Mais bon, je pense que Cavalier en est conscient. Le plan est quand même drôle. Enfin, je veux dire, il a une drôlerie au bout du compte, quoi. Il faut quand même pas. Voilà. Il y a quelque chose de facétieux chez Cavalier. J'espère que vous l'avez ressenti, qu'on ressent peut-être plus dans ces films qui sont moins tragiques que celui-là, en tout cas qui brassent un matériau moins tragique que celui-là, parce que celui-là est quand même extrêmement tragique et très écorché. Très écorché. Et après, il fait des trucs très Cavalier aussi, ce que j'appellerais la petite bricole. La petite bricole, alors, c'est une espèce de petit bazar, miniature. Il crée des miniatures pour suggérer quelque chose de plus grand. Par exemple, il est en train de raconter... Il a une phrase comme ça, à un moment dans son commentaire, il dit... Il parle de l'infertilité d'Irène, donc ne pouvait pas avoir d'enfant. Et visiblement, c'était important pour elle. Ce qui peut se comprendre. Et là, cette phrase, quand même, c'est typique de Cavalier, ça, cette infertilité qui, quelque part, m'arrangeait bien. Je ne sais pas s'il dit quelque part. Peut-être qu'il ne dirait pas quelque part. Intéressant. Ça ouvre quelque chose, vous voyez. Hein, ça, c'est des phrases, quoi. Eh oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut à l'écran, là? Il a cette phrase, je pense qu'il a la phrase d'abord. Il dit, mais qu'est-ce que je vais mettre à l'écran? Et il met une espèce de boîte vide qu'il filme comme ça en plongée, qu'il a posé sur une table, comme souvent. Pose des trucs sur les tables, il les filme, quoi. Je veux dire, pourquoi se faire chier Et c'est une boîte vide. Alors on se dit quoi? Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Ah oui, ça serait donc le ventre vide d'Irène? Le ventre désespérément vide d'Irène, le ventre dont elle désespérait qu'il fût vide éternellement. Oui, c'est peut-être ça. Dans quel cas, ça serait... C'est pas exactement un symbole, hein. C'est une sorte de miniaturisation de quelque chose. Bon, sachant que de toute façon, on a affaire à de l'infilmable. Hein. Comment vous voulez filmer une femme qui précisément souffrirait d'être infertile? C'est très compliqué de l'incarner. De toute façon, c'est inincarnable. Donc vous trouvez des petits trucs, vous bricolez. Alors, évidemment, le moment de plus grande bricole, venons-y. Venons tout de suite à la pastèque, parce que sinon, la soirée va mal se passer. Tant qu'on n'en aura pas parlé et qu'on n'aura pas crevé cet abcès... Bon, je reviendrai sur ce que ça brasse vraiment, cette affaire-là. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est presque formellement de faire une phénoménologie un peu du petit bricolage de Cavalier, quoi. Là, il est question tout simplement de figurer en miniature sa naissance. C'est pas rien. Donc cette fois, ça le concerne lui. Donc une pastèque, une pince, un œuf. Et il raconte qu'il est né à l'envers. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et dans le même temps, avec la même pastèque, il va cette fois décrire, ou en tout cas figurer en miniature,
Hein, c'est ça, je pense, les termes adéquats. L'avortement d'Irène. Toujours des histoires d'utérus, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on pense de cette miniature? On peut tout à fait la trouver de très mauvais goût. Je comprendrais très bien qu'on puisse la trouver de mauvais goût. Mais déjà, je trouverais que ça serait au crédit de ce plan, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire du mauvais goût. Et je plaisante pas quand je dis ça. C'est pas mal le mauvais goût. Et puis par ailleurs, il le dit dans le commentaire qu'il fait, parce qu'il raconte un petit peu, voilà, il fait une espèce de pédagogie de sa propre naissance. Et il appelle ça une charcuterie. Ce fut une charcuterie. Bah oui. Donc en fait, finalement, bah oui, charcuterie, bien sûr. La naissance, c'est toujours des histoires de sang, de merde, des choses comme ça, des choses extrêmement organiques et concrètes. C'est pas, comment dire, c'est pas Cavalier qui est de mauvais goût, c'est le mode de naissance que Dieu a façonné pour nous-mêmes. Très concret, très organique, tout ça, quoi. Bon, donc finalement, par rapport à cette réalité organique qui est celle de la naissance, très animale, bah finalement une pastèque, un œuf, ça marche bien, quoi. Donc on n'est même plus dans une espèce de figuration, on serait aussi dans une sorte de littéralisation, de ramener ce processus-là, cette affaire-là, la naissance, et son contraire, l'avortement, ben oui, à des réalités qui sont éminemment matérielles, et éminemment, oui, la pastèque, l'œuf, par ailleurs, c'est même pas un symbole, l'œuf, c'est la chose même. Bon, moi j'adore ce plan. J'aime beaucoup que Cavalier fasse ça. Et je trouve que, comment dire, il faudrait dire une chose simple là-dessus, à ce stade-là de la réflexion. C'est un plan que vous n'oublierez pas. Peut-être que parmi vous, des gens ont adoré ce film et se sont dit décidément la programmation de Bégolo, mais c'est quand même que des chefs-d'œuvre, quoi. Peut-être que certains ont moins aimé, peut-être certains même sont un peu dubitatifs. Je suis sûr que tous, aucun de vous n'oubliera ce plan. C'est pas rien par rapport à tous ces plans qu'on voit et qu'on oublie tout le temps, y compris dans des films qu'on aime pas trop mal. C'est pas rien. Donc moi, comment dire, la miniaturisation, le pari de la miniature de Cavalier, pour moi, c'est un pari qui est gagné, quoi. Ça marche, quoi. En fait, ça opère. À ce moment-là, vraiment, je ne sais pas, de toute façon, comment visualiser un accouchement? Ça a été très peu fait de filmer des accouchements, ça se fait en fait, mais il y en a très peu au cinéma. Parce qu'il y a une frontalité qui est un petit peu compliquée à imposer à un spectateur. Finalement, ça ne se fait pas. Donc en fait, là, c'est peut-être la meilleure manière de le faire, en tout cas la seule, c'est celle qu'il a choisie. Au bout du compte, d'en parler quand même, d'y faire droit et d'arriver à en donner quand même une certaine existence, en quelque sorte. C'est ça que je voudrais essayer de faire comprendre un peu ce soir. En fait, c'est ça que moi qui m'intéresse dans Cavalier. C'est que je pense que chez lui, la miniature, c'est pas un pis-aller, c'est pas un par défaut, c'est pas à défaut de pouvoir filmer un vrai accouchement, je filme ça. À défaut de pouvoir filmer Irène, j'en reviens à ça. C'est une puissance. C'est-à-dire qu'il pense qu'en fait, la meilleure façon de faire du cinéma, c'est celle-là. C'est pas à défaut de. La meilleure façon de faire exister vraiment les choses à l'écran, c'est précisément de faire du cinéma miniature. Le cinéma miniature de Cavalier n'est pas un cinéma qui se fait par le dépit de ne pas pouvoir faire plus grand. C'est quelqu'un qui pense qu'il faut faire petit parce que dans le petit se tient une puissance. Je vais quand même essayer de justifier un peu ce que j'avance à travers 2-3 observations simples. Par exemple, c'est un journal filmé. Ok, c'est un journal intime filmé. Le filmeur est un peu lui-même aussi le sujet du film. Comme il se doit dans un journal intime, on se raconte toujours un peu. Or, et c'est vrai d'à peu près tous les films de cette facture-là de Cavalier, Alain Cavalier n'est pas dans le plan. Je veux dire, il l'est très rarement. Très rarement. On le voit pratiquement pas. C'est bizarre, comme c'est lui l'objet. Enfin, il est un des personnages importants. Quand même, il est un des 2 personnages importants de cette affaire. On le voit pas. Alors on va me dire, bah oui, mais il ne peut pas à la fois filmer et bah oui, on va me dire ça, puis on aura tort, parce que c'est quand même assez facile de poser la caméra devant soi et de se filmer. Ce qu'ont fait pas mal de gens dans l'histoire du cinéma récente et même dans une histoire plus lointaine, on en a eu des journaux filmés comme ça, de documentaristes. Je ne sais pas, par exemple, Hervé Guibert a fait ça, dont je recommande d'ailleurs les 2 films, je crois. En tout cas, je connais que 2.
souvent, et pourtant à l'époque c'était les années 80, Hervé Guibert, qui est donc un écrivain mort du sida assez prématurément, à la fin des années 80, et entre-temps il a fait une espèce de journal filmé, y compris de sa maladie d'ailleurs. Et à l'époque c'était des grosses caméras et des cassettes VHS dedans, là, des caméscopes je pense, et il pose la caméra, puis il se filme, puis il parle, quoi. Donc on peut se filmer, il n'y a aucun problème. L'ingénierie Cavalier ne l'exclut pas. Donc en fait, Cavalier ne se veut pas se filmer. Il ne se filme que quand il est dans un reflet. Il le fait explicitement à un moment, quand il regarde sa gueule après sa chute. Voilà, là vraiment. Mais pourquoi ? C'est parce qu'il se regarde. Il se regarde. C'est un moment où finalement lui-même apparaît dans le champ. Évidemment, à son instigation. Et quand même, avec cette phrase assez géniale où il vient de tomber là dans l'escalator et il dit « Regarde bien ta dernière tête, quoi. C'est ta dernière tête, ça, c'est pas mal, ça. Regarde-la bien, bonhomme. » C'est une espèce d'auto-injonction comme ça. Ça y est, ta dernière tête est arrivée. C'est-à-dire ta tête de vieux. C'est ça que ça veut dire. Et oui, ça peut parler à des gens qui auraient 50 ans par là. Moi, ça ne me parle pas, parce que bon... on ne le voit pas, donc on le voit très peu. Tiens, notons-le quand même ça. Il se prive de ça. Ça, il l'avait sous la main. C'est pas comme des choses que véritablement on ne peut pas filmer, donc il est bien obligé de faire sans. Là, il avait ça sous la main, un matériel gratuit, lui-même, Cavalier, pour parler de lui. C'est pas mal quand même, il ne le fait pas. Pourquoi ? Ça, c'est une question. Prolongeons la question. Deuxième personnage principal du film, Irène. Personnage principal du film. Elle est le personnage éponyme. Elle n'est pas dans le film non plus. Elle est très peu dans le film. Physiquement, je veux dire. Très, très peu. Elle arrive très tard. Alors évidemment, on peut dire, oui, elle est morte, forcément, elle n'est pas là, il n'a pas pu la faire jouer. Oui. D'ailleurs, il a une première option. Il dit, il faut que je trouve un corps à ce film, il faut que je trouve le corps d'Irène, c'est-à-dire classiquement une incarnation, qui serait une réincarnation. C'est souvent ce que font les acteurs, quand même, ils réincarnent, surtout quand ils jouent des gens qui ont existé. Donc il y a l'hypothèse Sophie Marceau. Peut-être Sophie Marceau, il est fasciné, on voit Sophie Marceau. Sophie Marceau. Alors, Sophie Marceau, j'ai bien connu, si vous avez rien à foutre dans un dîner, des fois, vous demandez « Cite-moi 3 bons films de Sophie Marceau ». Ça marche à tous les coups. Parce que les gens se lancent, la boum, police, et voilà, c'est fini. Donc, la comédienne préférée des Français a fait pratiquement aucun film. Mais Cavalier en est fou. Il aime bien les belles femmes, Cavalier. Bon, c'est un peu son péché mignon. Il n'est pas le seul. Bon, quand on est un peu cavaliérologue, comme je ne suis pas, mais bon, je connais un peu le truc, à aucun moment on croit qu'il se passera quoi que ce soit avec Sophie Marceau. À aucun moment on croit qu'il va faire réincarner Irène par Sophie Marceau. C'est un petit jeu. Il n'y croit pas, il rêvasse, d'ailleurs ça part d'un rêve. Bon, bien sûr qu'il ne le fera pas. C'est pas du tout Cavalier de faire ça, de faire réincarner. À un moment, d'ailleurs, il dit oui, je cherche un corps pour ce film, et suivent 2 ou 3 photos de métro, de mannequins, qu'on trouve dans le métro, comme ça, en grand format. Et d'une certaine manière, ça tourne en dérision le truc, quoi. Trouver une incarnation, ce serait quoi ? Trouver une belle femme, trouver un mannequin. Enfin, c'est drôle de quête, lui trouver un corps qui incarnerait le corps de la femme qu'on a connue. Drôle de chose quand même. Donc bien sûr qu'on n'y croit pas. Et même au moment où il convoque cette Vanessa, je crois, jeune femme qui aurait à peu près l'âge d'Irène au moment de sa mort. Oui, donc ils ont commencé à travailler ensemble. Bon, moi quand j'ai vu le film pour la première fois, je me dis non, ça va pas le faire. C'est pas quelque chose que Cavalier fait. Il le dira d'ailleurs lui-même. Il finira par dire, et je pense qu'il n'y a jamais cru, bien sûr que je ne la ferai pas réincarner, Irène, parce qu'elles ne seront jamais elles. Oui, c'est quand même la phrase de base, quoi. Et puis surtout, il dit un truc. Je crois qu'il a une phrase comme c'est pas possible de la faire réincarner parce qu'elle est tellement précise. Je crois qu'il a ce mot. Il pèse bien ses mots, Cavalier, pas mal. Et il prend parfois pas le mot qu'on attendrait le plus, parce qu'à ce moment-là, quand il dit précis, moi j'entends singulière. C'est la même chose, quoi. Elle est tellement unique, mais ça aurait été tellement banal de dire unique.
C'est beaucoup mieux de dire précise. Et j'entends singulier. C'est-à-dire, Irène ne ressemble à personne d'autre qu'Irène. Faire réincarner quelqu'un en hommage à Irène, c'est trahir Irène. Quel drôle de métier que font parfois des gens dans le cinéma, de vouloir rendre hommage à un artiste qui est mort aujourd'hui et de le faire incarner par un acteur qui n'a rien à voir, qui n'a pas du tout son physique, parce que quel peu de considération ils ont finalement pour la singularité de ce à quoi censément ils sont en train de rendre hommage. Peu de considération ils ont finalement à la morphologie, à la gueule des gens. Donc oui, Marina Foï, Simone Signoret, bon, c'est un petit peu le gag de l'année. Qu'est-ce qui jouait? Oui, Roche disait Yves Montand. Vous pensez que je blague? C'est un film qui a eu lieu il y a 4 mois. Voyez-le, c'est crédible. Je l'ai pas vu. Bon, enfin là, je prends vraiment un exemple complètement caricatural, mais en général, même des incarnations qui paraissent un peu comme ça, légitimes, enfin en tout cas respectables, recevables. Bon, il y a une incongruité à ça. Je pense que Cavalier, il rigole pas avec l'incarnation. C'est important pour lui. Il rigole pas avec l'incarnation. On pourrait évidemment l'entendre de plein de manières. Et c'est bien pour ça qu'il ne la réincarne pas. Voilà. Donc pas de Sophie Marceau, pas de mannequin, pas de Vanessa. On fera donc sans le corps d'Irène. Il y a aussi une autre raison pour laquelle il ne veut pas l'incarner. C'est que ça serait peut-être le contraire de précise. C'est que nous voyons bien de minute en minute à travers ce film que Irène, c'est un gros morceau existentiel. Alors on pourrait dire comme n'importe quel individu. Mais en tout cas, Irène, pas moins. C'est du lourd. Il y a des vertiges. Il y a quelque chose. Il y a ces pulsions possiblement suicidaires. Il y a l'idée que peut-être d'ailleurs, le jour J, ma foi, peut-être qu'elle s'est laissée mourir. Peut-être qu'elle s'est projetée elle-même. Les accidents de voiture permettent toujours ce genre de spéculation. C'est intéressant. Donc quand on voit arriver la bagnole, à un moment, bon, oui, on peut ouvrir. Il y a des portes qui s'ouvrent au fur et à mesure du film, quoi. Mais plus on découvre Irène, et comme il se doit, plus elle nous paraît opaque. Une mixture très compliquée à trouver, cette espèce de crête entre on a l'impression d'élucider quelque chose, et plus on l'élucide, et plus elle nous échappe. Si vous avez réussi ça dans un livre ou dans un film, vous avez tout réussi. Vous avez à la fois quand même donné quelques éléments d'élucidation et vous avez respecté quand même ce que vous avez élucidé en lui maintenant un peu son mystère. Et Dieu sait s'il y a quelque chose de fondamentalement mystérieux chez Irène. D'ailleurs, elle le dit elle-même, elle a cette phrase pas mal. Parce que lui, il dit, moi j'ai l'intuition que peut-être elle s'est tuée pour une raison qu'elle est la seule à le connaître. Et il dit un truc comme ça, je ne sais pas l'énoncer. Mais elle lui dit un jour, alors qu'ils se parlent, elle lui dit, je voudrais connaître mon secret. Quelle phrase d'un individu sur lui-même. Bon, il est assez banal de dire moi j'aimerais bien connaître le secret de l'autre, du voisin, de ma sœur, de ma compagne, mais de dire de soi-même j'aimerais bien connaître mon secret. C'est déjà poser qu'on a un secret et qui donc nous échappe à nous-mêmes. Donc elle s'échappait à elle-même, donc elle échappe a fortiori à Alain Cavalier qui d'ailleurs l'a connue très peu. Ils se sont connus 3, 4, 5 ans. Je sais pas, oui je pense 70, 71, 72, peut-être qu'ils se connaissaient un petit peu avant. Et c'était il y a 40 ans, donc en fait elle lui échappe. L'incarner, ça serait la poser là, comme une espèce de certitude, vous voyez, il y a un corps, quoi. Et non. En nous dérobant le corps d'Irène, pendant au moins 1 heure de film, 50 minutes peut-être, en nous dérobant, il nous fait éprouver à quel point Irène n'est pas épuisable par son corps, d'abord, premièrement, et surtout à quel point elle nous échappe, à quel point elle n'est pas là, elle est partout. Il y a des petits signes sur elle. C'est une créature comme ça un peu virtuelle, étrange d'ailleurs. Mais c'est comme ça qu'on se souvient d'un mort. C'est ça qui est important. Alors quand même, il y a évidemment le moment où enfin arrive la photo. Vous voyez à quel point c'est singulier de faire comme ça quand même. Je veux dire, 90% des gens on en voit beaucoup des documentaires comme ça maintenant, qui se font beaucoup à la chaîne, je dirais, toute l'année, avec des trucs bien, des trucs moins bien. Mais quelqu'un va se servir du documentaire pour se remémorer, rendre hommage à quelqu'un qui a disparu il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être même toute une famille, ou que sais-je. Et on va immédiatement avoir recours à des photos. C'est-à-dire que la photo va devenir la matière première. Peut-être maintenant de plus en plus des films d'ailleurs, puisque nous arrivons dans des périodes où les gens dont on se souvient ont probablement été filmés d'une manière ou d'une autre, ou se sont auto-filmés, et ça va se développer de plus en plus. Bientôt, quand on fera des documentaires dans 10 ans sur les gens de maintenant, on aura foison de documentation. Bon, on va passer dans un autre truc.
Mais à défaut, en général, la photo est très importante. On voit beaucoup de photos dans ces documentaires-là. Et on s'en sert en général très vite. Il faut très, très vite incarner, il faut donner une gueule au personnage. Et comme ça, le public est un peu rassuré, il sait à quoi s'accrocher, ça y est, il rentre en familiarité avec le personnage. Ce que ne fait pas Cavalier. Cavalier, il donne la photo 50 minutes plus tard parce que précisément, il ne veut pas qu'il y ait de familiarité. Il veut que Irène reste étrange. Bon. Et à un moment, donc, arrive enfin la photo. Ah putain, on va voir sa gueule, quoi. C'est une photo où il y a un chien son chien sur les cuisses, et pendant un certain temps, il coupe quand même Irène, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va quand même pas il va pas oser ne pas nous montrer le visage. Mais quand même, vous voyez, il a du mal à y aller, hein. Et puis il finit par y aller, ça ne dure pas longtemps. Très très vite, il revient au chien. Alors après, on va avoir une autre photo d'Irène, elle a 15 ans, puis après une photo d'Irène quelques mois avant sa mort. Et là, on la verra mieux, plus longtemps, etc. On voit que c'est une très belle femme. Et là, à ce moment-là, on se dira quoi ? Enfin, moi, je me dis quoi ? Je me dis, et alors ? Ça sert à rien, la photo. Ça sert à rien. Ça dit rien, en fait. Bon, les photos disent pas grand-chose en général, comme on sait, d'un être. Mais entre ce que le film dispose sur Irène, à travers des bribes de souvenirs, à travers des objets, à travers des machins, et cette photo, il y a une retombée ontologique, une déflation ontologique terrible. Finalement, elle pourrait avoir n'importe quelle autre gueule, ça ne changerait rien au dossier Irène, au cas Irène, en quelque sorte. Bon. Je note aussi qu'à un moment, il y a une photo de eux deux. On les voit. Il y a une photo où ils sont 5 ou 6, comme des amis. Et puis ils sont là, tous les deux, Alain et Irène, le couple. Notre couple central, quoi. C'est notre sujet, quand même. C'est ça le sujet. C'est Irène, mais c'est Irène et Alain. Alors là, on voit bien, hein, il le fait explicitement, et il sait très bien ce qu'il fait. On passe dessus et très vite, il se bat. Pourquoi ? On pourrait dire, oui, mais je ne peux pas, j'ai du mal à nous revoir à cette époque-là. Non, il a la photo sous la main. Pas qu'il a du mal à se revoir à cette époque-là avec Irène, ça me touche tellement de me revoir avec cette femme. Non, c'est que c'est pareil. Ça change rien, ça apporte rien d'une certaine manière de les voir tous les deux. Et surtout, chose beaucoup plus importante, le sujet du film, c'est pas vraiment quel couple ont formé à l'époque Alain et Irène. C'est pas vraiment ça ce qui se joue dans ce film-là. C'est pas les relations, même si évidemment on en entrevoit beaucoup, entre Alain et Irène à l'époque, dans les années 70. Dans ce cinéma du présent, dans ce cinéma à qui seul importe le présent, ce qui lui importe beaucoup plus à Alain Cavalier, c'est les rapports qu'il a maintenant avec Irène. C'est pas la même chose. C'est comment on se souvient d'une morte. Comment une morte survit en nous. Comment on se la remémore. C'est ça le sujet. Et c'est pas la même. Hein. C'est pas quel couple on a été. C'est elle est morte, ça fait 40 ans, et donc, quel est le statut ontologique quel est le statut mental, psychique, je sais pas quoi, d'une femme qu'on a aimée qui est morte ? Ça vaudrait pour n'importe quel être proche qu'on a perdu. C'est bizarre d'ailleurs cette existence des gens qui sont morts. Vous êtes croyant, vous n'êtes pas croyant, c'est pas le sujet. Phénoménologiquement, fondamentalement, les gens flottent autour de nous. Ils flottent. Les morts, nos morts, ils flottent. Tous les gens qui ont perdu des amis savent ça, des amis ou des proches, des parents. Ils sont là, en fait. Alors, il croit au revenant, lui, qu'est-ce qu'il me raconte ? Non. Je veux dire, ma pensée leur donne une espèce d'existence bizarre, ténébreuse, obscure, immatérielle. Et c'est de ça que veut s'approcher le film, c'est de ça que veut rendre compte le film. Et d'ailleurs, il le dit, je n'invente rien, comme d'habitude, je ne fais que regarder les films. Le sujet du film, c'est le fantôme, Irène. Le fantôme, il y a un fantôme. Il dit le mot fantôme. Bon, moi, du coup, comme il le dit, je le dis. Alors, il va s'en amuser, bien sûr. Il va s'en amuser. À un moment, il reconstitue Irène avec une couette, là. Un peu à la fantôme. Des fois, c'est des draps blancs. Là, c'est une couette, quoi. Après, bon, il met Irène de nouveau couette, jambes écartées. Il dit oui, on va me trouver obsédé, mais de fait, je l'étais. Pas mal comme phrase. Oui, donc il joue avec ça. Il aime bien d'ailleurs filmer l'immatériel. Il aime bien filmer la trace d'une lumière, une projection de lumière qui vient de la fenêtre sur le sol. Dès que c'est immatériel, ça l'intéresse aussi. Il y va, quoi. Et il dit à un moment,
Elle est rentrée dans le royaume des ombres. Ah oui, c'est ça en fait. Mais pour de vrai, qu'on croit aux Grecs ou pas aux Grecs, à la mythologie grecque ou pas, et à n'importe quelle croyance de cet ordre-là, nos morts, ils sont toujours un peu dans cette espèce de royaume, de espèce d'espace, de limbe obscur, que le mot royaume des ombres finalement désigne assez bien. C'est pas une croyance, c'est une vérité phénoménologique, ou en tout cas psychique. Alors il y a ce moment décisif, où comme d'habitude, il porte sa petite caméra, il nous raconte en même temps, alors du coup je vous raconte ma vie, je fais mon journal filmé, je vais chez une amie qui a bien connu, il sort de l'ascenseur je crois, je vais chez une amie qui a bien connu Irène, elle va me raconter plein de trucs sur Irène, il ne le dit pas comme ça, il ne dit pas plein de trucs, il est plus calme que moi, et il dit, mais moi je n'irai pas, j'irai plutôt, et la caméra se tourne, c'est pas une espèce de petite figuration, et il va plutôt lui descendre vers l'ombre. C'est un film qui veut aller vers l'ombre. C'est ça que n'arrête pas de faire le film, quoi. Vous voyez bien que la désincarnation, enfin l'incarnation d'Irène était tout à fait hors de propos de ce point de vue-là, puisque précisément ce dont il faut arriver à faire éprouver au spectateur, c'est cette existence immatérielle d'Irène, celle qui perdure comme ça 40 ans plus tard. Alors, surtout pas d'incarnation, le contraire, une sous-incarnation, une désincarnation. C'est pour ça qu'il aime bien aller, encore une fois, vers des choses un peu comme ça, immatérielles. L'aboutissement du film, le climax, c'est quoi? Parce que ce film a un climax. On ne dirait pas comme ça. Il y a un plan, j'ai l'impression que tout le film tend à ce plan. On pourrait dire, je déteste quand les critiques parlent comme ça, mais je vais quand même le faire un peu, ce film a été un prétexte pour faire ce plan. Mais là, il me semble que c'est vrai. C'est le moment où il se filme de nouveau. Alors, donc, il est dans ce château, là où l'a convié un ami d'enfance qui est châtelain. Bon. C'est quand même pas mal d'avoir des amis d'enfance châtelains, quoi. J'en ai pas, moi. Il est dans le château, tout seul, et il se filme dans le reflet. Chose qu'il fait souvent, vraiment frontalement. Ah! Mais quand même, il s'est arrangé pour être une ombre. Facile, petit effet, pas de la haute technologie. Il a mis une lumière derrière lui, ça crée une espèce de contre-jour absolu qui fait de lui une ombre. Donc il est un reflet plus une ombre. Ça fait double dématérialisation de lui-même pour pouvoir parler à Irène. C'est la seule fois qu'il le fait vraiment. Il parle directement à Irène, il parle à son reflet, mais son reflet c'est de l'autre côté du miroir, c'est je sais pas quoi, le royaume des ombres, c'est un truc comme ça. On va pas épiloguer trop quand même, mais bon, évidemment qu'on est là-dedans. La chambre est très obscure, elle est opaque. Derrière, il y a une tapisserie, un papier peint, quoi, qui ferme un peu le plan. Et là, il lui dit « Je te demande pardon ». Voilà. C'est la parole qui devait être dite. Donc, tout ce film a été presque organisé pour organiser une rencontre avec le fantôme. Vous voyez, une rencontre entre Alain et le fantôme d'Irène. Et qu'il puisse lui dire, par les moyens du cinéma, par la mise en scène du cinéma qui crée de l'ombre, qui ne crée pas de la positivité mais de l'ombre, qui puisse lui dire ça, qui puisse lui dire « je te demande pardon ». Je note quand même, là vraiment on est au cœur du travail de Cavalier qui est tout à fait étonnant de ce point de vue-là et assez contre-intuitif. Si vous voulez, prenez le château, sortons un peu du royaume des ombres, on va aller sur des choses plus concrètes. Mais franchement, je pense que vraiment le cœur du film, c'est ça. Il a le château, il nous dit « Ah bah oui... Alors d'abord, il commence par nous dire « J'avais pensé à faire une retraite en monastère, finalement je suis venu au château. » Ah, ça prouve bien que quand même son idée, c'était un moment de recueillement, un moment un peu solennel, un moment un peu, disons les choses, mystique, puisqu'il avait rendez-vous avec une morte. Ce rendez-vous aurait pu se passer dans une retraite en monastère, oui, lieu attitré, lieu approprié, et finalement, cette aubaine du château, en plus, il pouvait s'y trouver seul, parce que le châtelain est, je sais pas quoi, il est blessé, bon, il ne peut pas être là. Ouais, il faut qu'il soit seul, bien sûr. Et puis, on ne parle pas avec un fantôme quand on est 4, quoi. Par les gens qui font du spiritisme, des trucs qui tournent sur la table, et ça, bon, on n'y croit pas trop, ça. Toujours un mec qui fait bouger le verre, enfin... Ouais. En même temps, j'y ai cru quand j'avais... Vous voulez que je vous parle de... Non, pas du tout. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui. Oui, donc on voit bien que... Même, vous savez, dans le côté film... Prendre un film comme un lieu de recueillement, un lieu où se recueillir, un lieu où il peut y avoir une expérience mystique, ça va tout à fait bien aussi avec le grain de la voix de Cavalier. Pas exactement le grain, le volume. Le grain, j'ai dit à quel point je l'aimais. Il parle jamais fort, Cavalier. Alors, il parle pas fort parce qu'il parle dans le micro de la caméra. Parfois, je pense qu'il refait des sons, hein, mais souvent, c'est direct. Et donc, il chuchote. C'est toujours murmuré.
c'est des paroles pour lui-même, en fait. Vous voyez, il a rendez-vous avec lui-même ce jour-là dans ce château, et donc avec Irène. Bon. Mais une chose qui est importante quand même, c'est qu'un château, c'est grand. Il a un château pour lui tout seul, le gars. Et regardez ce qu'il filme du château. Rien. Si on comptait faire une espèce de visite, là, comme ça, c'est quand même beau les châteaux. Par exemple, le parc. On imagine qu'il y a un parc. Château, parc. Pas vu. On voit très peu de salles, très peu de pièces. On voit un lit à un moment avec un crucifix, tiens, comme par hasard. Non seulement il filme très peu de pièces, mais quand il filme une pièce, il la confine, il la rabougrit, il la rétrécit. Et c'est ça qu'il faut comprendre chez Cavalier. C'est pas quelqu'un qui fait un cinéma miniature parce que finalement son champ d'investigation est très petit. C'est qu'au sein même du petit qu'il a défini, à savoir je vais faire un film moi tout seul avec ma petite caméra, il réduit encore. Il n'arrête pas de réduire le champ. Il ne cesse de le faire. Si vous prenez par exemple, il y a beaucoup de scènes où, comme il est souvent dans les chambres d'hôtel, évidemment, filmer les chambres d'hôtel, il dit, voilà, d'ailleurs il dit, je vais réduire mon film à des chambres d'hôtel. C'est intéressant, il faut réduire. Chambre d'hôtel, pourquoi? Pour retrouver le fantôme, bien sûr. Filmer les lieux que peut-être elle hante encore. Ok, chambre d'hôtel, parce que visiblement ils ont passé beaucoup de temps dans les chambres d'hôtel, ce qui est un peu normal aussi pour un couple qui a peut-être un peu les moyens aussi de s'y trouver. La chambre d'hôtel étant aussi le lieu de la sexualité. Bon, tout ça. Et souvent, ils se retrouvent dans les chambres d'hôtel au bord de la mer. Ça arrive assez souvent dans le film, relativement souvent. Par exemple, à Trouville, on n'a jamais un plan de la mer digne de ce nom. C'est toujours filmé comme un cochon, comme dirait l'autre. On n'a pas le plan de l'océan, quoi. Je veux dire, parce qu'on peut, avec une petite caméra, vous avez la mer, et ça c'est super, ça y est, vous avez une grande forme. Lui, il fait tout pour ne pas la filmer. Et quand il la filme, c'est toujours à travers une fenêtre. Vraiment, mais à chaque fois. Et la fenêtre prend de la place, quoi. Il y a un autre moment où, pour une fois, on est à l'extérieur, on n'est pas en intérieur. Oh là là, quelle chance. On va enfin voir l'océan. On est dans une cabine téléphonique. Merci pour la vue. Et en plus, une cabine téléphonique qui est crado, donc on voit à peine. Enfin, c'est pas bien, c'est brouillé, c'est pas du boulot. Le mec, c'est pas filmé. Enfin, c'est quand même étrange. Hein. C'est quand même étrange ce type qui passe son temps à boucher ses plans. Au sens où on parle de boucher les plans. Alors, évidemment, il y a beaucoup de plans de fenêtres chez lui. Il y en a plein dans tout son cinéma. Il aime bien filmer. Il est chez lui, il y a une fenêtre, etc. Et oui, classiquement, on se dit, la fenêtre, ça donne une espèce de surcade, c'est vachement bien. Et comme ça, ça ouvre sur quelque chose. Non. Souvent, les fenêtres sont un peu opaques. Elles prennent énormément de place dans le plan. C'est-à-dire que les fenêtres qui sont des ouvertures, en général, c'est beaucoup le cas dans la peinture. Hein. Ouais, on en a vu beaucoup, des tableaux. Fenêtres ouvertes, cadre, bam, paysage. Non, les fenêtres ce qu'il faut comprendre avec les fenêtres chez Cavalier, c'est qu'elles sont filmées presque en tant que telles, comme des fermetures, beaucoup plus que comme des ouvertures. C'est quelqu'un qui ferme son plan en permanence, il n'arrête pas de le fermer. C'est souvent qu'il filme des objets en plongée, je le disais tout à l'heure à propos de la petite boîte. Mais quand vous filmez en plongée sur une table, ça veut dire que vous bouchez votre plan, parce que l'arrière-plan, ça va être la table. Alors qu'il pourrait faire autrement, il pourrait faire comme n'importe quel blaireau. Oui, je vais quand même filmer, je vais mettre une boîte sur une table, ça c'est pas du grand cinéma, mais je vais quand même me mettre un peu en face et je vais mettre un peu de profondeur de champ. Enfin, je dis blaireau, moi je pense que c'est typiquement ce que je ferais. On va mettre un peu de profondeur de champ du coup, parce que voilà, la boîte c'est quand même bon. Mais lui pas du tout. Une boîte sera une boîte, pas plus qu'une boîte. C'est aussi pour ça qu'il aime bien filmer les objets. Alors évidemment, les objets, on se dit, bah oui, les objets qui ont appartenu à Irène ou qui lui rappellent Irène, par exemple, cette lampe, un moment qu'elle lui avait offert, tout ça. Oui, ça c'est vrai que filmer les objets, quand on veut filmer des morts, c'est quelque chose de filmer des objets. Parce que les objets, c'est un peu le permanent. C'est bizarre ces trucs-là, d'ailleurs. C'est très étonnant, les objets. Je vous l'avais dit déjà à propos de Bresson ou je ne sais plus qui, on ne filme pas assez les objets. Alors que les objets, ils font toujours le boulot, toujours. Et c'est toujours fascinant, c'est toujours fort. Parce que les objets sont souvent investis de choses. Voilà, et filmer un objet, c'est créer des réminiscences. Ok, ça marche, très bien. Mais aussi parce que, oui, les objets caractérisent souvent une pièce. Les objets sont le permanent, sont ce qui a duré. D'ailleurs, il est dans une chambre d'hôtel et dit « Ah oui, c'était le même porte-savon, je reconnais », ou c'était le même bidet, ou le même lavabo plutôt. Bah oui, c'est marrant cette permanence des objets. Vous voyez, il y a quelque chose qui se dépose. Donc, les objets et les fantômes, ils ont vraiment des trucs à se dire, quoi. Si vous cherchez un fantôme, filmez les objets, il y a quelque chose. Mais il y a aussi ce qui me frappe dans les objets, que lui-même d'ailleurs convoque dans ses plans. Un objet, c'est toujours un peu opaque.
C'est un truc bizarre, l'objet, entre l'inanimé et l'animé. Évidemment que c'est inanimé, stricto sensu, c'est inanimé. Sauf que c'est toujours un peu animé. Ça va bien avec les fantômes. Mais il y a cette opacité, quoi. T'es un objet, on a toujours l'impression qu'il a quelque chose à nous dire, mais on ne sait jamais quoi. C'est parfait. C'est pour ça que c'est tellement intéressant. Mais en termes purement cinématographiques, un objet, ça ferme le plan. Putain, quand vous filmez un lavabo, vous fermez le plan. Quand vous filmez une porte, une clenche de porte, je ne sais pas quoi, tout ça, c'est des objets, c'est une espèce d'opacité comme ça, très très frontale, hermétique. Tout est fait pour que le plan soit fermé. Ça, une fois qu'on a compris ça, moi je l'ai compris assez tard d'ailleurs, en voyant les quelques cavaliers là, de cette facture-là, je me dis, mais non seulement il est miniature, mais il n'arrête pas de miniaturer ses miniatures. Il n'arrête pas, non seulement ses plans sont toujours, par la force des choses, plutôt domestiques. Il n'y a pas de grande scène de cascade chez lui ou de poursuite en bagnole. Mais en plus, dans le domestique même, dans la chambre, il crée une espèce de chambre en miniature. C'est vraiment ça. Alors, il y a un plan pour ça qui est très frappant, quoi. Je veux dire, alors là, ça saute à la gueule. C'est un plan, il est de nouveau dans une chambre d'hôtel, plutôt grande, un peu luxueuse. Et là, il a fermé tous les rideaux. Alors qu'on voit bien qu'il y a 3 très grandes fenêtres qui ouvrent aussi sur la mer. Lui, il ferme tout, lui. Qui se prive de cette vue-là? Je veux dire, Cavalier. Il fait l'obscurité. Alors, royaume des ombres, tout ça, fantôme, tout ça. Il faut qu'il ferme le plan. Voilà. Il faut qu'il ferme le plan pour que quelque chose ait lieu. Mais qu'est-ce qui peut avoir lieu dans un plan fermé? Là, par exemple, il raconte quelque chose. Pendant cette scène-là, il raconte un truc. Là, pour le coup, la voix, elle raconte. Ça dure un certain temps. Il raconte une super anecdote. Il raconte que Irène lui avait raconté qu'un type disait qu'il aimait bien payer les femmes pour coucher avec elle, qu'elle, ça l'avait un peu tenté. Alors déjà, ça fait 2 épaisseurs intéressantes. Elle y était allée, elle lui a raconté, mais comme lui n'a pas trop réagi, par exemple n'a pas été jaloux maladivement ou je ne sais pas quoi, elle s'est mise à casser les assiettes. Sacrée anecdote. C'est une anecdote à 5 épaisseurs, j'adore. Qui par ailleurs fait d'Irène, ça ouvre un dossier, quoi. Un dossier qui est là, qui est en lisière de tout le film, sur des rapports peut-être un peu sadomaso entre eux. Ça avance comme ça par petites particules. Passionnant tout ça. Évidemment, Cavalier s'approche de ça, le dit sans le dire, bon. Mais il le dit quand même. Bon. Oui, donc à ce moment-là, vous avez un petit peu un résumé de Cavalier, en tout cas d'une certaine modalité de Cavalier. Le plan est fermé. Et si j'ai fermé le plan, c'est pour m'arranger qu'on n'y voit rien. Pour qu'on n'y voit rien, il ne faut surtout pas que nous soyons divertis parce que nous pourrions voir dans le plan, donc je ferme tout. Parce que moi, ce que je veux, c'est que vous entendiez. Je veux créer des conditions cinématographiques qu'on puisse entendre le texte. Et oui, ça c'est quelque chose qui fait quand même beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas produire l'hypothèse discutable et sans doute pas complètement juste que le vrai horizon du cinéma de Cavalier, c'est quand même le texte, quoi. C'est quand même le texte. Faire entendre le texte. Et finalement, les images ne seraient que des supports, des supports parfois géniaux, parfois intéressants, parfois beaux, mais des supports. En tout cas, c'est souvent le cas pour le film qui s'appelle Irène. C'est un peu moins le cas pour d'autres trucs, où le texte est moins présent. Mais là, il y a beaucoup de texte. Exemplairement, il a quand même une puissance du texte et il nous fait entendre à quel point les mots suffisent parfois pour ouvrir un monde que peut-être trop d'incarnation refermerait. C'est ça aussi. Je pense que Cavalier fait partie de ces cinéastes qui se disent, qui jouent un peu contre le cinéma d'une certaine manière. Parce que le cinéma, oui, c'est vrai que ça, les choses sont positivement là. Il y a quelque chose qui se ferme à partir du moment où vous représentez les choses. Problème que n'a pas la littérature. La littérature, son génie, c'est quand même de proposer des espèces de semi-incarnations comme ça. C'est drôle de truc, les mots. Les mots, le mot cheval représente le cheval, en même temps le cheval n'est pas là. Donc on se tient dans cette espèce de zone intermédiaire qui est celle des fantômes. Pour un film, en tout cas, qui cherche le fantôme, la littérature était la plus adéquate. Et c'est pour ça que ce film est particulièrement littéraire. Et qu'il y a quand même des sacrés morceaux de texte là-dedans, quoi. Alors évidemment, exemplaire. Moi, je me souviens de l'anecdote du panier à salade, par exemple. Je trouve ça très bien, ça, c'est des petites notations où elle secoue son panier à salade en le regardant lui. J'allais presque dire, c'est visuel. Ah ouais. C'est visuel, mais peut-être que c'est d'autant plus visuel que précisément on ne le voit pas. C'est ça la magie de la littérature. Et Cavalier est vraiment là-dedans. Il y a quand même le moment, peut-être aussi qu'il y a un autre climax. Il faut que j'arrête de dire climax, moi d'ailleurs. Je promets que c'est la dernière fois de ma vie
que je dis climax. Voilà, j'en prends l'engagement solennel devant caméra. Donc il y a ce climax à un moment. Et c'est vraiment le moment où il raconte l'après-midi horrible, où ils attendent Irène, elle n'est pas là, etc. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il filme la pièce où ça a eu lieu, où ils ont attendu, la pièce chez leurs amis. D'abord le canapé où il a attendu, puis le téléphone où a lieu la fameuse scène, il a cru que c'était sa femme, en fait c'est la mienne. Et puis le lit où, dit-il, je suis resté prostré. Dans ce récit-là, donc vraiment, c'est pareil, là, on ne voit pas grand-chose finalement. C'est-à-dire que ce canapé ressemble à tous les canapés. Ce qui compte, c'est le texte. Mais dans ce récit-là, il dit qu'évidemment, comprenant que sa femme était morte, sa femme Irène était morte, il pousse un cri. Il le dit. Et moi, je me suis demandé, mais si je voulais réincarner cette scène, peut-être la faire jouer par des acteurs, et que donc je demanderais à un acteur de jouer ça. Je demanderais à Guillaume Canet de jouer ça. Pourquoi pas Guillaume Canet ? Ou à Bastien Bouillon, plutôt, c'est comme ça qu'il s'appelle, il s'appelle Bastien, oui. De toute façon, vu qu'il est dans tous les films, il sera aussi dans celui-là. Donc je vais dire, écoute Bastien, puisque tu es là, alors on va jouer un truc, tu sais, tu apprends que ta femme vient de mourir, elle est partie en voiture, et donc forcément tu cries. Et Bastien va faire ça très bien. Bon acteur. Et ça sera nul. Il fera ça très bien. C'est pas du tout le problème de l'acteur. Hein. C'est nul. C'est complètement con de faire ça. Ce cri existe beaucoup plus si vous le racontez. Peut-être que dans les grands moments comme ça, je dirais de climax de la vie, non, c'est pas le même usage de climax. C'est plus sur la vie, là. Quand vraiment il y a une grande densité vitale, et comme je viens d'apprendre que ma femme est morte et donc je crie, ça c'est une grande densité vitale. Peut-être que c'est précisément à ce moment-là qu'il faut sous-incarner. C'est précisément à ce moment-là qu'il vaut mieux se contenter des mots, de la phrase, des choses comme ça. Bon. Je note aussi quand même que le plan que j'ai raconté tout à l'heure, qui me paraît l'aboutissement du film, voir sa justification ultime, à savoir le plan où il demande pardon, je te demande pardon, c'est des mots. Tout le film vient s'échouer sur il y avait des mots qu'il fallait formuler, et ça y est, ils sont formulés. Ce film a été fait pour que des mots soient formulés. C'est des mots qui, par ailleurs, sont performatifs, hein, comme on sait. C'est je te demande pardon, la formulation même fait l'acte, comme dans Je te bénis ou Je vous marie. Donc, quand même, c'est un film qui aboutit sur des mots. C'est ça. Ça part de mots, les mots du journal, et ça aboutit sur des mots à tous les bouts, comme ça, quoi. Alors, juste, je finirai en m'arrêtant 2 minutes sur ce pardon, quand même, 2 minutes, c'est-à-dire 12, en temps Bégodeau. Alors il lui demande pardon. Bon. De quoi ? Pourquoi est-ce qu'il lui demande pardon ? Je trouve qu'une des grandes qualités du film, une qualité précieuse du film, inestimable du film, c'est qu'un homme qui a aimé une femme et qui fait un film sur cette femme qu'il a aimée, en tout cas avec qui il a fait un sacré bout de route quand même, ne fait pas un film hagiographique ou un film d'hommage à Irène ou un film d'enjolivement funéraire d'Irène. Le film est vraiment pas sympa. Il n'est même pas très sympa avec Irène. Ça n'a pas cette espèce de truc un peu mécanique qu'on connaît bien. Dans la vraie vie, c'est normal. Quand on est en train d'enterrer quelqu'un, il est normal qu'on en dise du bien, il n'y a pas de problème. Respect pour les morts. Dans le cinéma, tous les films de deuil ou tous les films comme ça qui se souviennent d'un défunt d'une manière ou d'une autre vont évidemment, sauf si c'était un collabo. Là, on a le droit un petit peu de... Voilà. Mais sinon, les morts, on sait bien que... Et donc, du coup, ça donne des films un peu comme ça, cauteleux, aseptisé, ou le mort, comme ça, on a l'impression qu'on le manipule comme de la petite porcelaine. Ce pauvre mort, c'était quelqu'un de très bien, il était gentil, tout ça. Il n'était pas néo-nazi, il n'était pas... À quoi je fais allusion ? Cavalier avait tout pour faire ce truc-là. Il avait tout pour faire ce film. C'est une femme, elle est morte, il l'a aimée. Et donc il aurait fait un tombeau pour Irène, comme on dit, un éloge. Le film n'est pas ça, quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Le film est beaucoup plus rugueux que ça. Le film n'essaie surtout pas d'embellir quels furent leurs rapports. Pas du tout, d'aucune manière. Ce que pas mal de gens auraient fait quand même. Hein, genre, ah oui, c'est vrai que c'était un petit peu... Des fois, c'était un peu chaud.
mais quand même, quel amour, vraiment, et vraiment, je te regrette. C'est pas ça qui se passe dans le film. C'est pas ces mots-là qu'on entend. On entend des mots vachement plus intéressants. Peut-être pas plus doux, mais plus intéressants. Donc, par exemple, il y a ce moment où il raconte qu'Irène, là c'est pareil, à l'écran, on doit avoir, tiens, on a de nouveau une fenêtre. Il filme une fenêtre, et il filme pas ce qu'il y a à l'extérieur. La fenêtre prend toute la place. Hop, récit. On entend, on écoute, puisque le plan est bouché. Je n'ai plus que les mots à écouter. Et là, il raconte qu'Irène lui avait dit un truc une fois, quand même, je serais vachement plus équilibré si tu étais un metteur en scène plus connu. C'est une phrase dégueulasse. Mais c'est une phrase dégueulasse. C'est vraiment horrible de dire ça à quelqu'un, notamment à un metteur en scène. C'est vrai que s'il était boulanger, donc c'est pas bien. Et alors lui, il dit du coup, qu'est-ce qu'auraient dit les sulpiciens là, les gens qui font du cinéma sympa et tellement aseptisé, ils auraient dit oui, mais c'était tout Irène, ça, son franc-parler. C'est pas ça du tout qu'il dit. Cavalier dit putain, ça m'énervait quand elle disait ça, ça me pesait. Elle commençait vraiment à me peser, franchement, et je n'attendais plus qu'une chose, c'est vraiment qu'il y ait une séparation. Voilà ce qu'il dit 40 ans plus tard. Et la séparation, elle a eu lieu. La séparation, elle a eu lieu. Parce que traîne un peu dans le film aussi, ici ou là, je ne vais pas recomposer un peu tout, l'idée que il a tellement souhaité cette séparation, Cavalier est capable de ce genre d'hypothèse un peu mystico-bizarre. Il a tellement souhaité cette séparation que le sort lui a offert cette séparation. Quelle meilleure manière finalement de se séparer d'une femme que de la faire mourir. Il y a quand même un peu cette idée que c'est d'avoir souhaité sa mort, que finalement cette mort a eu lieu. Et oui, c'est une idée, elle flotte dans le film. Ça ne veut pas dire que c'est une idée qui est assénée, ça ne veut pas dire que c'est la conclusion du film, sa morale. Elle flotte dans le film. Et il faut savoir regarder qu'elle flotte. En tout cas, je ne suis pas illuminé, je ne l'ai pas vu flotter comme ça. Non, elle est là. Dans le même genre, à un moment, il raconte une autre scène, dans le genre rugueux. En plus, je passe sur les rapports Esseb qui sont plus ou moins suggérés, avec des coups, des choses comme ça, plus ou moins consentis, pas consentus, enfin voilà, le SM, quoi. Et un autre moment, il raconte que oui, donc il y a une salle de cinéma à l'écran, parce que c'est un truc qui s'est passé lors d'une avant-première de cinéma. Le producteur vient le voir, un producteur vient le voir, à qui il avait parlé du fait de « j'aimerais bien faire un film où il y ait Irène dedans », qui porte même sur Irène, et le producteur lui dit « ouais, c'est bon, je pense que tu vas avoir l'argent ». Je résume un peu le truc. Irène est à côté, elle pâlit, elle fait une sacrée tête, elle dont on a dit qu'elle avait une tête d'oie quand on lui disait qu'on voulait faire un film avec elle. Donc Irène, visiblement, avait un gros problème avec le fait d'être incarnée, tiens. C'est donc être très fidèle à Irène que de ne pas vouloir l'incarner, puisque elle-même avait un problème avec le fait qu'on fasse un film sur elle. Peut-être que c'est une femme qui était un peu fatiguée d'être l'objet des regards. Intéressant. Syndrome de la très belle femme. Ben oui, c'est un sujet. Parfois, ça suscite une certaine ironie, genre, bah oui, les belles, elles se plaignent. Mais non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui ne voyait pas d'un très bon œil, un œil doigt, donc, le fait que, de nouveau, on la mette au centre d'un film. Et elle meurt 2 jours plus tard. Nous dit Alain Cavalier, c'est des faits. Alors là, ça accrédite quelque chose comme une sorte de suicide. C'est-à-dire que vraiment, devant la perspective que ça allait, ce film qu'elle redoutait tellement allait se faire, elle se tue, tellement elle ne veut pas être incarnée. C'est quelqu'un qui, de toute façon, on voit bien qu'il y a quelque chose de très cassé chez elle, cabossé par rapport à son propre corps, voilà. L'enfant qu'elle a perdu, qui l'a rendu infertile, etc., etc. Oui, tout ça devient... C'est pas du matériau extrêmement sympa, hein, tout ça. Et donc, on reviendrait encore à l'hypothèse que, d'une certaine manière, c'est Cavalier qui l'a tuée. C'est Alain qui l'a tuée, parce que lui voulait absolument la filmer, elle ne veut pas être filmée, elle se suicide pour ça. Ben donc, Cavalier en est le... Vous voyez, on arrive à des drôles de choses. Bon... À aucun moment dans le film, il y a effectivement le « je te demande pardon ». Mais ça a quand même une autre gueule, si vous voulez, une autre intensité, une autre ampleur que des films qui, éventuellement, rendraient compte de petits défauts des morts, mais que quand même, malgré tout, vous étiez des gens bien. C'est autre chose, là, c'est « je te demande pardon ». C'est une parole plus forte quand même. Hein. Bon. Et on commence à comprendre maintenant de quoi il avait à se faire pardonner. De la même façon, il faut voir la façon dont il traite une autre femme pour laquelle il ne devrait qu'émettre de l'amour, à savoir sa mère. Le film commence par la mort de la mère.
tout ça est monté de façon très sophistiquée. Évidemment que la mort de la mère est un déclencheur du film. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un rapport entre la mère et Irène. Ok, ce rapport nous est dit dès le début, dans un extrait d'un Jada de 70 ou 71. Et on se dit, ah oui, ma mère aimait beaucoup Irène. C'est ça qu'on attendrait dans les films de Blaireau. Ça, c'est pas du tout ça. Elles s'aimaient pas. La première anecdote qui les lie toutes les deux et qui impulse le film, c'est une anecdote de désaccord entre elles, de mésentente, en tout cas, voilà, elles ne se comprennent pas. Bon, je reviens pas sur le détail. Et c'est ça qui commence à créer une espèce de lien Irène-maman, mais qui est un lien qui est pas sympa, qui est douloureux, qui est rude. Alors si on revient, alors d'ailleurs, c'est suivi immédiatement de son pied qui est enflé. Alors il nous dit bien, pied enflé, Oedipe, bam. Et oui, maman, Oedipe, Irène, Oedipe, enfin, il y a un merdier. Il y a un merdier psychologique là-dedans. Ça va pas. C'est pas... Bon, de la même façon qu'il nous a suggéré, enfin, il nous suggère plutôt plus tard dans le film que le fantôme Irène... Bah oui, parce que... Ah oui, Cavalier a déjà tué Irène parce qu'il voulait faire un film sur elle et elle ne voulait pas. Il fait donc un film pour lui demander pardon d'avoir fait ça. Mais du coup, il fait un film sur elle. Donc ça veut dire qu'il la réincarne d'une certaine manière. On va quand même revoir des photos. Et c'est pour ça qu'Irène, le fantôme d'Irène, n'est pas contente. Le fantôme d'Irène n'est pas content. Le fantôme d'Irène n'est pas contente. Les deux sont admis dans le Becherel. D'où le Zona. C'est dans le film, hein, c'est pas moi. Hein. C'est les liens que fait. Mais ce sont des drôles de liens. C'est-à-dire qu'il est en train de faire un film en hommage à Irène, mais qui est un film dont Irène ne veut pas, le fantôme d'Irène ne veut pas. Ce que suggère Cavalier, c'est que le fantôme d'Irène lui fait du tracas. Et c'est aussi pour ça qu'il tombe dans l'escalator. Puisqu'il dit c'était 50 mètres d'un lieu de rendez-vous, rue de la Pompe, tout ça. Et oui, le fantôme d'Irène Rhôde, elle n'est pas du tout d'accord avec ce film. Oui, c'est tout le contraire d'un hommage, quoi. Bon. Pour en venir à la mère et Irène, si je reviens à ma pastèque et mon œuf, on s'en lasse pas. C'est quand même pas rien d'avoir mis dans le même plan et avec les mêmes objets une naissance et un avortement. Et c'est drôle de matériau encore ça. Hein. Sachant que la naissance est mal passée, enfin en tout cas a été douloureuse et compliquée pour la maman, et que du coup elle n'a plus jamais eu d'enfant. C'est-à-dire que la naissance d'Alain Cavalier a d'une certaine manière produit la non-naissance d'autres enfants. C'est-à-dire a été quand même un agent de mort. D'où le rapprochement avec l'avortement, où là, quand même, je ne dirais pas qu'on tue un bébé, ce serait idéologiquement problématique, mais en tout cas, on met fin à une possible vie. On avorte une vie. Bon, tout ça, on mêle quand même les deux créatures qu'il aurait dû honorer avec gentillesse, ayant perdu sa mère, et Irène. Il les convoque dans une espèce de pataquès, de micmac psychique qui est extrêmement violent, quoi, où on a l'impression que les uns veulent la mort des autres. Voilà. Alors on attend une espèce de réconciliation. Quelque chose se pointe vers la fin du film. Ah oui, quand même, la mère Germaine, la mère d'Alain Cavalier, avait une photo d'Irène sur sa table de nuit. Réconciliation. Au bout du compte, ces deux femmes se sont aimées passionnément. Et Cavalier, toujours froidement littéraire, a cette phrase. Oui, j'ai longtemps cru que c'était un geste sympa à mon égard, puisque c'est la femme que j'ai aimée. Et il ajoute, maintenant je pense différemment. Mais qu'est-ce qu'il pense différemment ? Il pense que c'est pas sympa en fait. Et que peut-être, moi c'est ce que je me raconte, je vous le livre, mais je trouve que c'est conforme au film que de le dire, que cette photo que la mère brandissait devant son fils, enfin en tout cas rendait visible, c'était une façon de lui rappeler, voilà ce que tu as fait de cette femme. Voilà ce que tu as fait de cette femme. Voilà comment tu l'as traitée, c'est toi qui l'as tuée. Et du coup, tu m'as aussi peut-être privé d'enfants que vous auriez pu faire ensemble, quelque chose comme ça. On sent qu'en fait, de toute façon, c'est comme ça que Cavalier le présente. Cette photo était une sorte de signe négatif envoyé de la mère au fils. Et donc, on n'est vraiment pas dans un cinéma de la réconciliation ou de la résilience. Si, bien sûr, il y a une réconciliation.
mais elle est quand même d'un autre niveau que la résilience. On va monter un petit peu d'un cran quand même par rapport à nos petits films résilients là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec nos morts? Bon, bah, leur demander pardon. Voilà. Ça, c'est de se tenir à hauteur des morts que de leur demander pardon. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une formule adéquate. Mais il y a une autre réconciliation au travail dans le film, et elle arrive vers la fin, à travers un extrait de journal. Cette phrase, très simple, que j'ai apprise par cœur parce que je l'adore. La trahison, l'injustice, la lâcheté sont aussi précieux que l'amour, la tendresse, la force. Si ça, c'est pas une phrase. À un moment, il a une autre phrase qui est un peu plus développement personnel ou un peu bouddhiste, qui est pour moi pas du même niveau, où il dit « D'une certaine manière, ta mort, Irène, m'a rendu meilleur. » Ça, j'aime moins. C'est pas de son niveau. C'est pas à la hauteur. Ça fait un peu ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà. Parce qu'on est dans une conférence de presse de Franck Ribéry, quoi. Non, la trahison, l'injustice, la lâcheté sont aussi précieux que l'amour, la tendresse. Bon, voilà, ça c'est la vie réconciliée. Et la vie n'en est que plus grande de contenir aussi la lâcheté, l'injustice, la traîtrise. Et donc du coup, un film qui embrasse aussi la lâcheté, la traîtrise, qui n'en fait pas mystère, qui le regarde en face, sera d'autant plus grand. Parce que c'est ça, en fait, un peu le problème des films qui portent sur des morts et qui passent leur temps à nous dire que ces morts étaient des gens formidables et que vraiment nous ne sommes que componction et miséricorde à leur égard. Vraiment, on s'en souvient toujours avec beaucoup de recueillement et de tendresse. En fait, moi, c'est pas que j'aime pas ça psychologiquement. Je suis plutôt content qu'on soit sympa avec les morts. C'est que c'est pauvre esthétiquement. Ça donne des films pauvres. Donne un film beaucoup plus grand. Regardez comme Irène est un personnage beaucoup plus grand, du fait que Cavalier n'ait fait mystère de rien concernant ce qu'a été leur relation et l'âpreté de leur relation, la difficulté de leur relation. Une relation dont on nous fait comprendre que si elle ne s'était pas conclue par cet accident, elle se serait conclue peu de temps après. Mais oui, bien sûr. Ça donne un film plus vaste quand même, quoi. Donc oui, c'est un manifeste esthétique de dire que la trahison et la justice sont aussi précieux. C'est du point de vue de l'art qu'ils sont aussi précieux. Mais donc du point de vue de la vie n'en est que plus grande de contenir tout ça. Qu'est-ce que ça serait qu'une vie où il n'y aurait que de l'amour, de la tendresse et de la force? Un peu chiant quand même, force, d'une certaine manière. Alors après, il y a une façon plus classique de l'envisager dans le film. Et venons-en, mettons les pieds dans le plat puisqu'on tourne autour depuis 1 heure. Il y a cette petite figuration qu'il nous propose un moment. Plan serré, légère plongée, objet, plan bouché comme d'habitude. Et il y a un verre de vin, un verre qui sert du vin, et puis un pain rompu. Et anecdote, Irène lui reprochait, tiens, de nouveau les reproches, 2 choses, de lui avoir servi du vin, donc peut-être de l'avoir converti au vin, je ne sais pas, et de lui avoir fait perdre la foi. Je crois que c'est les 2 choses. Et lui, il dit les 2, il me dit, mais oui, mais le vin c'est, enfin, je ne sais plus comment il le dit, mais il dit le vin, c'est le sang du Christ, quoi. Évidemment, selon la communion bien comprise, l'Eucharistie bien comprise. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il ne parle pas du tout du deuxième aspect du plan, qui est du pain. Donc oui, ça va avec. Hein. Buvez, c'est mon sang. Ceci est mon sang et ceci est mon corps, le pain. Donc évidemment qu'il y a un socle fondamentalement chrétien chez Cavalier. Ça apparaît dans pas mal de ses films. Ça apparaît aussi là. Chrétien ou pas, en tout cas, je note qu'il veut bien nous signifier que, et c'est le sens de l'Eucharistie, que tous les éléments de la vie et de la matière, y compris les plus dérisoires, un pauvre bout de pain, sont sacrés, sont sanctifiés, tout. Mais du point de vue du cinéma, ça veut dire aussi que tout est dans tout, que rien n'a plus d'importance qu'autre chose, tout est également dans le vivant aussi sacré, et que tout contient tout. Par exemple, quand vous filmez une petite grenouille, vous filmez l'ensemble du vivant. Cette grenouille contient toute la vie. Quand vous filmez un oiseau, vous filmez toute la vie. Quand vous filmez un moment un enfant de Tchernobyl, tiens, comme il en a la photo monstrueuse, c'est la vie aussi, c'est toute la vie. Tout ça, c'est de la vie. À partir du moment où le tout petit contient le très grand, vous pouvez faire le cinéma d'Alain Cavalier et vous pouvez faire des films miniatures qui, du coup, sont des grands films. C'est ça l'équation. Merci, je m'arrête.
Je pensais être un peu court ce soir, mais je pense que j'ai raté mon coup. Petit film. On va, comme d'habitude... Alors cette fois, c'est pas Jeanne qui va officier. C'est presque mieux. J'ai oublié ton prénom, par contre. Arnaud. C'est Arnaud qui va faire tourner le micro. On attend un petit peu que les gens qui n'aiment pas la pensée s'en aillent. Ceci dit, sans pression aucune. Vas-y, parle bien dans le micro, du coup. D'accord, vas-y, je t'entends. Okay. Ouais. Moi, il y avait aussi une autre thématique du film dont vous n'avez pas parlé. Alors, c'est un film que j'aime énormément. C'est vraiment un merci. Film, donc, merci pour lui, je veux dire. Un amour fou pour ce film, vraiment. Ok. C'est la première fois que tu le voyais ? Non, c'est pas la première fois. D'accord. Non, quand même. Non, mais par contre, il y a une thématique aussi, je trouve, c'est que, notamment en comparaison avec les autres films de Cavalier qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il va, vous le disiez justement, qu'il montrait beaucoup, en fait, notamment de corps au travail, de gens justement qui l'entourent, notamment d'amis. C'est le titre de son dernier film. Ouais. Aussi d'acteurs que vous adorez comme Vincent Lindon. Et c'est l'un qui est excellent dans Pater. Et c'est l'un des films en même temps où il met en scène aussi beaucoup sa solitude. C'est-à-dire c'est vraiment le film sur un homme seul et sur un papy seul, quoi. Enfin, non, justement pas un papy, un vieil homme très seul. Et là où je suis pas d'accord avec vous sur une autre dimension, c'est que pour moi le film a vraiment une dimension spirit. C'est-à-dire que c'est vraiment le film de quelqu'un qui cherche à invoquer un fantôme. Et en fait, la façon avec laquelle il utilise sa caméra... Oui, mais enfin, j'ai pas arrêté de le dire. Enfin, non, vous aviez dit qu'il essaye de faire chercher un fantôme, mais que vous étiez pas d'accord avec la dimension spirit. Oh non, à un moment je me suis foutu de la gueule des gens qui faisaient tourner les tables, mais non, pas du tout. Voilà, non, je n'ai cessé de faire droit aux fantômes dans le film. Mais à culpa, au contraire. Au contraire, il me semblait avoir été très répétitif d'ailleurs. Non, c'est-à-dire de fait que le fantôme était là, ou de chercher, disons, à l'incarner. Alors, vous n'étiez pas d'accord avec le terme incarnation, mais c'est-à-dire que pour moi, l'important, c'est l'utilisation de sa caméra, et c'est pour ça qu'il se filme face à un miroir, c'est en effet de faire apparaître un fantôme. Et ce qui est très troublant pour moi dans ce film, c'est à quel point en fait il utilise en même temps une caméra DV comme un objet justement permettant une forme de hors-champ qui est celui de son œil, parce qu'en fait on a l'impression que son œil ou que sa voix porte en fait tout un monde et un imaginaire, donc littéraire comme vous disiez, et en même temps la caméra est dans l'incapacité de filmer. Cependant, comme l'image est très rêche, qu'elle est très granuleuse, qu'on voit presque rien en fait à l'image, comme vous disiez, parce qu'elle est bouchée, on a l'impression qu'on voit tout, quoi. Et en fait il y a des fantômes partout. Et c'est ça qui est très puissant, c'est que c'est un film d'incarnation, et en même temps tout ça est incarné par en fait un homme qui a le sentiment d'être mort parce qu'il est toujours seul. C'est une âme errante en fait. Et voilà, donc je pourrais pas dire sur l'incarnation aussi par rapport à Vincent Lindon, parce qu'il a fait jouer Vincent Lindon, et il a joué du fait qu'il était président ou pas, etc. Mais voilà, sur le thème de la solitude, comment ça revient pour vous, ou comment vous en parlez. Voilà, j'ai été long. D'abord, je recommande, j'ai hésité à passer Pater ce soir plutôt que Irène, mais en revoyant Irène, je me disais que c'était vraiment son chef-d'œuvre, quoi. Et donc, comme ici, on est dans l'excellence. Mais il faut voir Pater, vraiment, qui est un film d'ailleurs très drôle, beaucoup plus qu'Irène. Et on voit que Lindon a du génie. Ce qui n'apparaît pas toujours dans ses films, mais dans Pater, oui. Et qu'il a notamment un génie de hableur, quoi. C'est un film qui parle beaucoup. Donc je le recommande. Non, sur la solitude de Cavalier, si tu veux, deux choses. C'est toujours compliqué de spéculer sur quelque chose qui n'est absolument pas nommé dans le film. Cet aspect-là ne l'est pas nommé. Et même quand il dit « Voici ta dernière tête, mon bonhomme », en parlant de sa vieillesse, ça ne fait pas de la vieillesse le thème du film, en tout cas son ressort affectif central. Moi, je pense que le sentiment de solitude de Cavalier qui ressort de ce film est induit par le dispositif. Puisque précisément, il fait du cinéma tout seul, si tu veux. Il n'y a pas un seul film de Cavalier où tu ne te diras pas « Oh, cet homme est quand même très seul ». Parce que, à part effectivement les portraits, tu as raison, hein, ou quand il filme vraiment des gens. Mais dans sa facture, je dirais, la plus ordinaire, des films comme Le Filmeur, alors peut-être un peu moins La Rencontre, parce que là, précisément, il parle de sa compagne, de sa nouvelle compagne. Enfin, dans pas mal de films comme ça, il y a le sentiment qu'on a un mec un peu tout seul chez lui et qui fait ses petites affaires dans son coin, quoi, comme un vieillard que plus personne viendrait visiter. Ce qui, je crois, est assez peu le cas d'ailleurs de sa vie. Je n'ai pas l'impression que... Non, là, il me semble quand même, si tenons-nous-en au matériau du film,
il est assez clair et littéral sur le déclencheur de ce film et le déclencheur de cette réminiscence, enfin en tout cas de cette exploration du passé, de cette réexploration du passé ou de ce rendez-vous avec la fantôme, c'est la mort de la mère. Je veux dire, bon, voilà, là, et qui est de fait toujours un petit événement dans la vie d'un individu, perdre sa mère. Surtout qu'il l'a filmé quand même beaucoup précédemment. On l'a beaucoup vu dans ses films, notamment les dernières années. Donc voilà, moi, au bas mot, c'est ce que je peux dire, quoi, plutôt que de la solitude en tant que telle. Je pense que, moi, ce que j'ai essayé de dire un peu aussi, c'est qu'il crée la solitude. Il a besoin de la solitude pour faire son cinéma, parce que précisément, il veut se rapprocher du peintre et de l'écrivain, qui sont, contrairement aux cinéastes, des gens qui travaillent seuls. Tout ça, c'est très simple, mais c'est quand même déterminant. Hein. Un cinéaste ne travaille pas tout seul. Un écrivain travaille tout seul. Bon. Et je pense que Cavalier lorgne vers cette solitude, il la désire. Hein, donc il désire la solitude, et il la désire aussi à titre mystique. Hein. C'est vraiment, je me recueille en moi-même, j'ai besoin de solitude, puisqu'il faut que je sois seul avec le fantôme. Ça, je pense que l'avoir dit, mais oui, je pense que c'est... Il y a un côté petit moine, de toute façon, chez Cavalier, dans sa façon de parler, y compris dans sa langue, dans sa préciosité, dans le côté un peu... ravi de la crèche que parfois il peut avoir dans certains de ses films, parce que des fois il dit oh là là, le gentil petit oiseau, enfin, il s'émerveille de voir des trucs comme ça. Là un peu moins, parce que le matériau est quand même un peu plus rude, quoi. Mais sacré bonhomme en tout cas, quoi. Donc, voyez d'autres films. On tourne un peu. Ouais, tu parlais tout à l'heure du fait que le film dialoguait beaucoup avec la littérature, mais moi un truc que je trouve très frappant en revoyant ce film aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il dialogue avec Internet. Enfin, les plans qu'on voit dans ce film, cette manière-là de produire des images, tu vois, avec une voix off-in et une caméra point de vue. En fait, il y en a partout sur YouTube en permanence. Et c'est ce que je trouve hyper motivant dans ce film, c'est que j'ai l'impression de revoir des plans que je vois en permanence sur Internet. Enfin, quand je vois certaines web-séries qui sont produites aujourd'hui, certaines... moi, je repense aux vidéos de ce mec qui postait des vidéos de lui-même où il filmait des posters de Björk en expliquant qu'il l'aimait et qu'il voulait la tuer en même temps. Enfin, j'ai l'impression de un petit peu revoir de ça. La tuer, je comprends, mais l'aimer, alors vraiment, c'est étonnant, quoi. Björk. Mais ce qui me frappe, tu vois, c'est que ça résonne énormément avec YouTube, alors que je pense que c'est pas ce qu'ils pensaient au départ. Non. Et que on a l'impression que, moi, quand je vois le film, j'ai l'impression de voir des streams. J'ai l'impression que c'est un streamer en permanence, tu vois, il est en train de construire son plan comme une espèce de flux de pensée. Et c'est ce que je trouve hyper motivant dans ce film-là, c'est qu'on a l'impression que on voit pas beaucoup de cinéma comme ça, de films comme ça au cinéma. Par contre, sur Internet, on en voit tout le temps. Et c'est ce que je trouve très fort et très en avance sur son temps, quoi. Non, mais ça me paraît un peu lumineux ce que tu dis. Évidemment, je pense qu'au moment où il fait ça, on est dans les années 2000, donc on est quand même... Internet existe, mais n'a pas exactement le même usage que maintenant. Et puis surtout, il a 60 ans, donc je pense qu'il ne doit pas être très, très... Surtout qu'il est quand même un peu vieillot aussi comme type. C'est le mec qui a des livres de poésie chez lui, plus qu'une caméra, c'est déjà énorme pour lui. Donc je ne pense pas qu'il y fasse référence, c'est sûr. Mais par contre, l'analogie que tu fais, moi, impatient, en gros, moi, je trouve que ce qui me semble... Et c'est intéressant qu'un vieux monsieur comme lui... C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il avait réinventé son cinéma à 60 ans. Et qui en plus a une culture un peu désuète, précisément littérature, bourgeoisie, catholicisme. Enfin voilà, il y a des gens de 60 ans qui sont immédiatement plus avant-gardistes ou plus juvéniles que lui. Lui, pas du tout. Et pourtant, il est un des premiers cinéastes français à faire la bascule dans le numérique et à voir les possibilités qu'à l'époque, le numérique a offertes avec un petit appareillage, etc. C'est fort quand même, quoi. Et oui, je pense que moi, une des choses qui me passionne là-dedans, par-delà le fait que je trouve que c'est des films très beaux, quoi, c'est que je trouve que c'est des leçons économico-esthétiques. Pour tous ceux qui galèrent à vouloir faire financer leur premier court-métrage en faisant 4 dossiers pour 12 régions et avalant des couleuvres sur couleuvres, peut-être qu'il y en a certains parmi vous, voilà une bonne façon de faire des films pour pas cher, un peu chez soi, oui, et qui sont tout aussi intenses et qui arrivent. J'ai même essayé un peu de démontrer ce soir que, comment dire, non seulement ils sont grands malgré le fait qu'ils sont petits, mais ils sont grands parce qu'ils sont petits.
C'est qu'il y a une espèce de puissance du petit. Et moi, ces trucs-là, ça me passionne. Je connais moins bien ce qui se joue sur Internet. Je suis pas assez internaute pour ça. Mais je pense qu'il s'y joue des choses vachement intéressantes. Je suis sûr que se fabriquent des choses intéressantes. J'avais eu l'occasion de le dire dans une gêne occasionnée. Je pense qu'il y a des grands films à faire avec les images que nous n'arrêtons pas de capter nous-mêmes spontanément ou volontairement ou inconsciemment, avec nos téléphones, avec les caméras de vidéosurveillance, j'en parle même pas. Tout est filmé maintenant. Il y a vraiment un boulevard qui s'ouvre pour le cinéma. Je pense que plein de films, d'ailleurs, se sont déjà faits dans cette facture-là que je n'ai pas vu et que je regrette de ne pas avoir vu parce que ça m'intéresserait sans doute beaucoup plus que le pauvre cinéma qui continue à se produire en salle et qui, à 90%, est quand même d'un académisme fou, quoi. Donc, moi, ton analogie, elle me plaît beaucoup. Je pense que Cavalier, un peu plus jeune et arrivant un peu plus tard, évidemment qu'il se serait précipité sur l'outil Internet. À l'époque, notre Internet à nous, ça a été le numérique, a été quand même une sacrée truc. Hein. Je veux dire, ça peut paraître maintenant tout à fait ringard, mais c'était pas rien. Puis c'était pas le même grain d'image, c'était pas la même logique de montage, surtout. Ça ouvrait des possibilités extraordinaires et une souplesse dingue, une réactivité par rapport à la vie. Et lui qui tient tant à être à vif, être sur le fil de la vie, il avait trouvé son outil, quoi. Et je pense que il y a des trucs à faire avec le matériau Internet, avec l'outil Internet qui sont exceptionnels. Je pense que moi je vois d'ailleurs passer parfois des petits films de je sais pas qui tombent comme ça, qui vous tombent des petites vidéos auxquelles je trouve beaucoup plus d'intensité que donc quelqu'un a posté ça, je sais pas d'où ça sort, enfin, ça vous passe dessus, je sais pas d'où ça vient, et parfois j'y trouve beaucoup plus d'intensité esthético-vitale que dans 4 heures d'un film de je ne sais quel cinéaste fatigué. Vous voulez vraiment faire marcher Arnaud. Voilà. Donc maintenant, première. En fait, ils le font exprès. Hein. C'est un bizutage, ça s'appelle. Il y a quelqu'un au fond quand même ? Non, on a codé. Il y a personne. Bah alors, ça va être là. Et ok, on m'entend. Je suis vraiment très stressé. Je suis désolé. Hein, je voulais prendre la parole pour ça parce qu'en fait, y a pas de quoi. parce qu'en fait, j'ai trouvé la réflexion très intéressante sur le fait que. Ce que tu disais là sur Internet et sur les images qui pouvaient circuler sur Internet, j'ai trouvé que le film il rentrait dans une case de cinéaste des dernières années, enfin plutôt du coup avec l'avènement sur à peu près vers les années 2000 du coup du numérique, et qui produisait justement des films qui sont en fait à l'image de ce qu'a fait Godard en 2018, le livre d'images en fait. C'est que c'est des grands livres d'images qui sont justement ont une portée très sensorielle. Et qui en fait, au-delà de simplement dialoguer avec Internet, dialogue en fait avec juste le cinéma en fait. Et je trouve que Irène, justement, c'est un grand film sur ce que c'est que le cinéma. Et pour reprendre une scène que tu disais par rapport à ça, c'était celle où, c'est en fait juste le fil directeur du film sur lorsqu'il lit les agendas, enfin les cahiers retrouvés de 1971, etc. C'est qu'en fait, et c'est ce que tu disais en fait sur la fabrication d'un film, c'est que c'est une fabrication implicite d'un film. Et que lorsqu'il lit ces agendas, en fait, il y a un récit et il nous fait nous questionner sur, en réalité, qu'est-ce que c'est réellement de produire un récit, de produire une dramaturgie sur le cinéma. Et en fait, je pense que, vu le fil conducteur, je trouve que ça agit vraiment comme le fil conducteur du film, et que c'est aussi pour ça que c'est un grand film sur le cinéma et pas autre chose, quoi. Ouais, alors bon, si tu connaissais mes défauts, tu saurais que je suis pas un grand fan de l'expression grand film sur le cinéma, en général. Je sais pas quand toi tu l'as dit, hein, et pas à propos de Irène. Je pense que, pardon de faire un peu des généralités, parce que tout ce que tu as dit, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit, hein, et la référence à Godard me paraît tout à fait lumineuse. Godard ayant été lui-même un cavalier avant l'heure avec la vidéo. Godard est vraiment voit arriver la vidéo, en voit les possibilités. La vidéo, c'est les années 60-70. Là, vraiment, je parle bien avant, au moment où il prend un peu le maquis. Là, il va prendre le maquis, il va à Grenoble, il s'installe son petit studio et il bricole de la vidéo et des films vidéo, ce qui à l'époque était déjà à l'avant-garde, enfin, qui était une certaine avant-garde dans les années 70. Donc, je pense que le même réflexe, c'est un peu des expérimentateurs, mais c'est aussi, je pense, Godard comme cavalier, des gens qui ont un moment été fatigués. Et Godard regarde aussi éminemment vers la littérature et peut-être plus sûrement sur la peinture. C'était ce dont je parlais, c'est cet écart dingue entre le moment
Il y a un désir de faire quelque chose, de fabriquer une œuvre, et le moment où on peut enfin exécuter ce désir, quoi. C'est quand même fou que le cinéma s'embarrasse et s'empêtre dans cette temporalité-là. Bon, beaucoup de gens ont essayé de la secouer, de l'assouplir, et par exemple Cavalier, mais d'autres gens aussi moins radicaux. Et voilà, donc Godard Cavalier, ça me paraît très très juste. Non, un grand film sur le cinéma, moi je pense que tous les films qui sont grands en tant que film de cinéma brassent un matériau qui est le cinéma, et que donc, comme un tableau nous parle toujours un peu de peinture, enfin comment dire, puisqu'il est fait de peinture, il est toujours en dialogue avec l'art qu'il est en train de pratiquer. Pour moi, c'est toujours un peu CQFD. Tous les films parlent de cinéma. Enfin, j'aime pas se parler d'eux, mais voilà. Donc celui-là, autant que les autres. Alors peut-être un peu plus parce que son matériau, peut-être son outillage est particulièrement tangible. En tout cas, pour nous réconcilier tous les deux. Enfin, pour réconcilier là où il n'y a pas rupture, incidemment, accessoirement, parce que je pense que Cavalier est quand même d'abord concentré à raconter Irène, à raconter son histoire, et voilà, il y a un contenu dans ce film quand même, voilà, c'est pas rien ce qui brasse. Mais accessoirement, je pense que le film fait la démonstration en acte qu'on peut faire des grands films avec pas grand-chose. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est là que... ce film prouve en acte quelque chose sur les possibilités du cinéma. Ça, c'est vrai. Comme ça que je le formulerai, moi. Mais comme un grand tableau prouve en acte les possibilités de la peinture. Enfin, il me semble que c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui caractérise une grande œuvre, c'est qu'elle est toujours, dans le même temps qu'elle est une grande œuvre, elle est toujours une parfaite ambassadrice de son art. Puisqu'elle fait la démonstration que regardez ce que le cinéma peut. C'est ça que je vois, si tu veux, à tous les plans. C'est regarder ce que le cinéma peut, avec peu. Regardez ce qu'un cinéma de peu peut. Voilà. Cavalier, pour moi, est la preuve ultime de ça. Il y a d'autres cinéastes auxquels je pourrais penser qui sont un peu minimaux. Par exemple, Sophie Le Tourneur, qui travaille sur vraiment des petits bricolages aussi, mais c'est quand même d'une autre ampleur, quand même. C'est quand même un cinéma qui sort. Sophie Le Tourneur, elle va même en Italie, des fois, sur des volcans. Voilà. Donc, cette espèce de cinéma de chambre-là, moi, ça me passionne depuis toujours. Parce que, aussi, j'y vois, je me répète un peu, une issue à notre impasse économique. Voilà, l'impasse économique, elle est la suivante. Il y a des dizaines de milliers de jeunes gens qui veulent faire du cinéma et qui n'y arriveront jamais dans l'économie du cinéma classique. Qui n'y arriveront pas. Bon. Ça va galérer 10 ans, ça va écrire des scénarios à blanc. Il y a peut-être un moment, un court-métrage qui se tournera, mais vraiment parce que les potes ont donné un peu de thunes. Et puis après, ça sera fini. Je suis assez vieux pour en avoir passé beaucoup comme ça. Bon, bah là, on a la possibilité d'un cinéma, j'appellerais majestueusement et magnifiquement amateur. C'est pas rien, c'est pas rien. J'espère que certains ont été convaincus ce soir. Oui, je voulais juste connaître vos hypothèses sur la temporalité de la parole dans le film, parce qu'en fait, on a l'impression, en l'écoutant, qu'il y a une telle sincérité, il y a un tel naturel qui se dégage de sa parole, qu'on se dit que c'est une parole qui est improvisée dans le temps où il filme, en fait. Et en même temps, c'est une parole qui est tellement juste, qui dans la plupart des cas, touche tellement dans le mille, qu'on se dit c'est pas possible, mais il a forcément un peu réfléchi à ce qu'il allait dire avant de faire tourner sa caméra. Je ne connais pas exactement les secrets de fabrication de Cavalier. Peut-être que quelques entretiens nous renseigneraient davantage. J'en ai pas lu là. Ce que j'intuite aussi, c'est un truc très simple, c'est qu'une des souplesses que nous offrait la petite DV-Cam, et nous offre encore, ou des petites caméras comme ça, c'est qu'on peut refaire à l'infini. Donc si tu veux, peut-être que la solution ou la réponse que moi j'aurais intuitivement, ce serait entre les deux. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que... En plus, je pense qu'il tient beaucoup à joindre le geste de filmer à un geste de parole. Donc je le vois bien filmer un truc et improviser quelque chose, et puis après, il refait 15 fois. Comme on réécrit une phrase. Parce qu'on en a la possibilité géniale quand on est seul et écrivain avec un Macintosh devant soi. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut réécrire une phrase à l'infini, et puis à un moment, on est content, puis on en arrête. Je pense que Cavalier aussi, parce que le numérique a aussi permis ça, c'est une espèce de filmage peu coûteux, beaucoup moins coûteux que dans l'ère argentique du cinéma. Moi, je verrais bien ça. Parce que oui, il y a des phrases qui sont tapées quand même, quoi. Donc, je pense qu'il est tout à fait aussi possible qu'il écrive la phrase avant et qu'il la répète, qu'il la dise,
qui pose bien ses effets, parce que tout ça c'est toujours très bien dit, c'est un très bon liseur et un très bon diseur. Et je pense que oui, moi le plaisir que j'ai à Cavalier, je dois bien avouer que c'est beaucoup ça, quoi. Et c'est un plaisir de l'oreille, beaucoup. Hein. Alors attends, t'as déjà pris ton tour, donc on fait tourner, tu prendras après. Je me fais un petit peu. Ici, tout est justice, trahison, lâcheté, amour, tendresse et force. Il finit par force. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au fait où, en effet, qu'il a dû réécrire, refaire, parce qu'il a la souplesse qu'on a. Parce que sur la scène d'action, je voulais revenir là-dessus. La scène d'action ? Oui. Ouais. Moi, j'appelle ça une scène d'action. C'est l'escalator ? C'est pas la scène d'escalator, c'est la scène de l'accouchement et de l'avortement. Oui, scène d'action, bah oui, bien sûr. Et c'est une scène d'action, oui. Gros budget. Coup, très gros budget, et je pense qu'en plus, on peut rajouter une intentionnalité par rapport au corps médical, parce que c'est pas uniquement, enfin, d'après mon regard, c'est pas uniquement le fait d'expliquer comment il est né, mais c'est de montrer que ça a été particulièrement dégueulasse. Parce que quand tu regardes, quand tu vois, quand il retourne l'œuf, oh, oui, j'ai vu le plan, oui, tout à fait. il oui. retourne l'œuf. Allez, refais ça au ralenti. Exactement, et tu as un morceau de pastèque qui vole. D'où charcuterie. D'où charcuterie, mais qui veut dire que parce que finalement en gynécologie, il peut tout à fait arriver qu'un enfant se présente par le siège et que du coup que ça ne met pas en cause d'autres grossesses. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'un avortement ne veut pas dire qu'après que tu n'aies plus d'enfant. Tout à fait. Donc et là, il y a même après dans son discours, il met une petite phrase où la femme elle explique qu'après elle avait ça remontait dans sa culotte, un truc comme ça. Donc ça veut dire que non seulement il explique en effet sa naissance, mais qu'en plus ça a été un véritable massacre, et ce n'est pas uniquement quelque chose qui est dur, mais c'est que là a été fait de manière vraiment horrible. Donc ça rajoute encore un peu plus par rapport à... Là, j'ai un peu l'impression qu'il peut se mettre la culpabilité, mais qu'il y a aussi une dénonciation du corps médical, parce que ça aurait pu mieux se passer, même à cette époque-là. Je dis ça parce que, comme tout à l'heure, tu disais que grâce au numérique, on pouvait refaire la scène, et qu'il aurait peut-être pu être un peu plus délicat. Si l'image n'était pas aussi percutante que ça, il aurait pu la faire plus soft. Mais finalement, non. Il a délibérément retourné la scène de façon à ce qu'on voit les morceaux de pastèque, parce que volés. Voilà. Non, mais je tiquais juste sur. J'adhère à tout ce que tu dis. Je tiquais juste sur dénoncer. C'est pas exactement l'esprit Cavalier. C'est pour ça que si on prend au pied de la lettre ce qui se joue là-dedans. Je m'y suis pas arrêté assez vite tout à l'heure parce que voilà, j'étais déjà long. Déjà, il rapproche un avortement et une naissance. Déjà, c'est pas rien. Et donc, Irène est maman. À cet au-delà. Quel est le lien entre les deux ? C'est que dans les deux cas, une femme a été rendue infertile par la suite. Donc, en fait, notamment cette naissance est en fait, au bout du compte, une mauvaise nouvelle. Elle produit un malheur. Peut-être que c'est une bonne nouvelle en soi, mais elle produit un malheur. En tout cas, elle produit une souffrance. Et dans le cas d'Irène, de toute façon, la souffrance est déjà là, parce qu'avorter n'est jamais une partie de plaisir. Le point commun entre les deux, c'est que oui, par rapport à sa mère, il pourrait avoir une sorte de culpabilité, comme parfois il est arrivé que des enfants ressentent à vie une culpabilité. Oui, ça arrivait beaucoup plus souvent encore par le passé, mais ça arrive encore hélas bien maintenant. Il arrive qu'un enfant naisse et que du coup la mère meurt pendant l'accouchement. Oui, on sait bien que tout ça peut créer une culpabilité à vie. Je suis né en tuant ma mère. Là, on n'est pas là-dedans, mais presque. On est quand même un peu autour de ça. On est en périphérie. On est symboliquement là-dedans. Et même du côté d'Irène, d'une certaine manière, parce que Irène, il nous est dit que c'est cet avortement qui l'a rendue infertile et que par ailleurs, son infertilité était vraiment son drame central et peut-être ce qui créait tant de douleur ou de déchirure chez elle. Et oui, d'une certaine manière, c'est un peu ce que je me suis raconté. Hein. Je me dis, à partir du moment où elle rencontre Alain et qu'elle l'aime, visiblement, ils se sont quand même passionnément aimés, passionnément détestés, passionnément plein de trucs. Eh bien, à ce moment-là, lui est retombée dessus puisqu'elle avait trouvé un homme qu'elle aimait et donc un géniteur potentiel lui est particulièrement retombé dessus, a fait retour probablement la douleur qu'elle avait d'être infertile. Puisque là, elle avait tout pour avoir un enfant, elle avait l'amour, elle avait un géniteur et elle ne pouvait pas. Donc d'une certaine manière, pour Irène,
Alain a été aussi un producteur de malheur de ce point de vue-là. Je vous dis quelque chose que je me suis raconté, mais parce que je pense que le film est en permanence là-dessus, sur dire, c'est pour ça qu'il demande pardon aussi. C'est quand même un mec, beaucoup plus que sa solitude d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un mec qui se dit « j'ai été une malédiction pour les 2 femmes de ma vie ». Je résume, je synthétise et je vais trop vite, mais je pense que c'est ça qui est dans le grand drame du film, sa tragédie profonde, c'est quand même ça, quoi. C'est-à-dire que pour ma mère, j'ai été un malheur, de ce point de vue-là en tout cas, et pour Irène aussi. Parce que j'ai fait revenir en elle la détresse qui était la sienne de ne pas avoir d'enfant. Qui est peut-être une détresse qui est un peu plus en sourdine quand on n'a pas la possibilité ou l'alter ego avec qui faire un enfant. Ouais, bon, j'ai été un peu long, mais je pense que voilà, vous avez un œuf, une pastèque, et puis hop, un œuf, une pastèque, un récit, et voilà, et vous avez un roman. C'est fou. Personne d'autre, parce que oui, Élodie Fiaban. On est du beau monde ce soir. Après, je t'oublie pas. Alors, j'avais 2 trucs à dire. Le premier, c'était revenir sur ces, je sais pas comment tu dis, installations, ces petites, je sais pas comment t'appelles ça. J'ai pas dit installation, mais ça me paraît bien. Ouais. Le coup de donc la pastèque ou l'espèce de boîte vide. Après, je trouve que nous, en tant que spectateurs, ça nous fait regarder n'importe quel objet un peu comme ça. Et par exemple, il retourne dans la maison où elle est partie, et après elle a pris la voiture, elle a eu l'accident, et il dit, alors c'était avec ce téléphone, non, il dit, ce téléphone est le même, je crois que c'était le même. Et du coup, tous les objets ont ce truc où ils peuvent nous faire voyager dans le temps, et il y a quelque chose comme ça, ils sont plus que, c'est à la fois très trivial, et en même temps, ils sont plus que le simple objet. Il y a quelque chose comme ça d'un peu vertigineux. Et le deuxième truc, c'est qu'il commence par filmer sa mère morte. Et du coup, il filme son corps. Et je me disais que tout le film raconte l'incarnation impossible d'Irène, mais c'est aussi la seule possible. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on comprend qu'il n'a pas vu le corps de sa femme, oui. Que c'est son frère qui est allé. Oui, qu'il n'y est pas allé, un peu par lâcheté. Et que du coup, le corps qu'on verra, ce sera celui de sa mère, et que l'incarnation possible d'Irène, c'est tout ce film-là, quoi, pour moi. Ouais, ça, c'est un aspect, tout à fait, je suis complètement d'accord. Oui, c'est un aspect fondamental, oui, il le dit explicitement. Peut-être ai-je fait ce film parce que de n'avoir pu voir Irène morte, du coup je cours après, etc. Bon, j'avais oublié cet aspect-là, mais qui est vraiment central, et sur la mère morte, etc. Y a pas de... Après, je note que le seul corps qu'il filme vraiment est de plein pied, j'ai presque envie de dire, c'est un corps mort. Comme s'il fallait toujours quand même un déficit d'incarnation pour qu'il veuille bien y aller, quoi. Et sur les objets, moi, j'ai dit que le 10e de ce que pourraient m'inspirer les objets, parce que je pense que plus ça, plus je me dis que c'est vraiment, il y a un pouvoir d'envoûtement de ces objets, et tu as raison. Et en fait, j'ai eu cette expérience, je veux dire, un truc complètement con. J'ai eu cette expérience quand je l'ai vu là, il y a une semaine chez moi. Ben oui, de fait, après, quand tu regardes des objets, enfin, je veux dire, quand tu te trouves face à face avec un lavabo après avoir passé 2 heures à regarder Irène, un peu plus parce que je prenais des notes. Non, mais de fait, le lavabo prend une autre gueule. Mais en fait, c'est con, mais ça sert à quoi l'art sinon à ça, quoi ? De donner une espèce de magnétisme ou d'aura à quelque chose qu'a priori on avait complètement banalisé. Et ouais, les objets, c'est quelque chose, quoi, vraiment. Donc oui. Accord total, vas-y, tu as le droit à ton 2e tour. Ça y est, c'est mon moment, c'est bien. Non, en fait, justement, dans la continuité de ça, c'est aussi le travail qu'il fait, même plus largement, et qui, en fait, rejoint et un travail presque de modernisation de son œuvre, parce que le film qui a fait son succès, qui est Thérèse, c'est vraiment un film de picturaliste, vraiment de théâtre aussi. Et de théâtralisation aussi, parce absolument. Que c'est vraiment un film en intérieur, c'est complètement distancié. Enfin bon, vous voyez Thérèse. Et notamment dans Thérèse, c'est aussi beaucoup un travail en effet sur les gros plans et sur des formes de nature morte. Et en fait, j'ai l'impression que ce film-là travaille aussi énormément la nature morte et la question aussi de la vanité. Et notamment avec le motif de l'oiseau mort sur la table, ou le motif, en effet, vous disiez, donc, du verre de vin ainsi que du pain. Et c'est une façon aussi, là où je trouve qu'il rejoint, pour le coup, Sophie Le Tourneur, c'est une façon de travailler en fait une forme de grâce dans la trivialité. Et en fait, en saisir quand même une dimension donc mystique, là, en effet, de la trivialité du quotidien et en faire ressurgir la divinité. Et donc, c'est la continuité en fait, d'un travail de picturaliste, mais d'une modernisation, d'une variation continue d'un travail qu'il a fait depuis en fait, Thérèse.
alors même que c'est des formes totalement différentes. Ouais, tout à fait, absolument, oui. Oui, ça me donne vraiment envie de revoir Thérèse, qui est quand même un sacré film, hein, même si c'est pas du coup cette facture-là. C'est un film un peu à part d'ailleurs, enfin qui fait couple avec Libéramé quand même. Mais Libéramé est plus rugueux à voir. Non, mais bien sûr, oui. Bon, de toute façon, c'est pas pour rien qu'il y a la Madeleine à la veilleuse là qui traîne dans le coin. Bon, c'est un peu une espèce de tarte à la crème ce tableau, mais on est en plein dans la petite lueur, vraiment très fragile, mais qui porte toute la grâce. Enfin, il est vraiment dans cette mystique-là, ou dans cette spiritualité-là. Et celle, évidemment, de la nature morte. L'ambiguïté de la nature morte, c'est toujours la même, quoi. C'est-à-dire que vraiment le pari que les objets sont intéressants, les objets ou les fruits ou les légumes ou un oiseau, que ça vaut peinture, que ça vaut un plan, et en même temps, ça s'appelle vanité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dans le même temps, c'est toujours un peu le même truc chez lui, c'est dans le même temps que j'incarne quelque chose, il faut tout de suite que je le désincarne. Dans le même temps que je le matérialise, il faut quand même que je montre il faut que j'essaie de l'immatérialiser pour faire entendre quelque chose de plus immatériel. Ce qui était le pari d'ailleurs de la peinture, de cette peinture-là, du XVIIe, des vanités. C'est-à-dire qu'on voit ces beaux fruits comme ça, et en même temps quelque chose les ronge, qui fait que la présence de la mort, enfin voilà. Il s'inscrit complètement là-dedans. Hein. C'est pas pour rien quand même que je crois que la Madeleine à la veilleuse doit revenir 2-3 fois dans le film, comme une espèce de tableau tutélaire. Ouais, il cherche un truc comme ça. Il cherche un truc de recueillement, d'expérience mystique à partir du trivial, effectivement. Mais truc qu'on retrouve effectivement chez Le Tourneur. Il y a vraiment, c'était le fameux coup des... Qu'est-ce que c'était le truc ? C'était le truc des cailloux dans Voyage en Italie, je sais plus. Il y a un moment, il y avait un truc comme ça. Pourtant, j'ai glosé dessus 1000 fois. Et oui, qui est dans un tout petit caillou, valait qu'on le garde parce qu'un caillou porte le monde, quoi. Et pourtant, c'est un caillou, quoi. Vraiment, ça paye pas de mine, quoi. Ce que lui dit d'ailleurs son mari, d'ailleurs, je crois, à ce moment-là. Tu vas pas quand même ramener des cailloux, ça n'a aucun sens. Et elle dit, ben si, voilà. Grande réplique de Sophie Le Tourneur. Une petite dernière, peut-être, oui, ici. Voilà, petite dernière. Juste une question pratique. Ce film, il est sorti au cinéma en 2008 ? Oui, il est sorti au cinéma, oui. Enfin, je dirais, parce que, en fait, je veux pas jouer à la gauchiste relou, mais pléonasme. C'est vrai. Tu as donné de l'espoir à tous les cinéastes en herbe en disant que vous pouvez faire du cinéma avec peu. Et je vais dire, avant le début du film, c'est la première fois que je vois un film d'Alain Cavalier, donc du coup, la première fois que je vois ce film, générique, Michel Seydoux. Oui, tout à fait. Donc il a quand même bénéficié jusqu'à la fin de sa vie du réseau, etc. Okay. Non, mais tu fais bien de le préciser. J'aurais dû le préciser moi-même. Oui, en plus Cavalier, il arrive sur la scène du cinéma miniature, alors que précisément, il a quand même une certaine aura. Je l'ai dit tout à l'heure, il sort de Thérèse, et donc il a beaucoup d'entre-gens dans le cinéma, et par exemple, M. Seydoux, donc tout va bien pour lui. Et d'ailleurs, je pense qu'il est aussi, c'est quelqu'un qui vit dans le 7e arrondissement, dans une certaine bourgeoisie, pas très très loin de Vincent Lindon d'ailleurs. Enfin voilà, c'est pas pour rien qu'ils se sont accointés tous les deux. C'est quand même ils sont homogènes en termes de classe. Donc le film ne fait pas démonstration que faites des films comme ça et vous allez vous retrouver en salle. C'est pas ça du tout. Hein. Non. Et là, le petit marchepied Seydoux a bien aidé. Et puis aussi tout ce que Cavalier. La seule démonstration que fait à coup sûr le film, c'est qu'on peut fabriquer un film comme ça. Voilà. Alors après, le distribuer, le montrer, le machin, je suis bien d'accord. Donc la gauchiste lourde, ou qu'est-ce que tu as dit, a bien fait d'intervenir. Il fallait que ce soit dit. Non, mais vraiment, c'est important pour compléter un peu le truc. Je ne voudrais pas laisser croire que allez, demain, bam, Gaumont, en filmant des doigts et des pieds, quoi. On se retrouve dans un mois à peu près. Donc ce sera quoi dans un mois ? Ah oui, ce sera Inside Llewyn Davis des frères Cohen, le chef-d'œuvre des frères Cohen. À bientôt.